Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Dernière journée de Vitam en ligne. Autant vous dire que j'ai du travail en retard et que je vous dois très vite à tous les et les enregistrements. J'essaie de le faire en parallèle, mais ça demande un peu de temps. Ça me permet de meubler pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Hein, je crois qu'il nous manque 2-3 personnes. Bastien, est-ce qu'Angéline est avec toi à tes côtés? Oui, nous sommes tous les Oui, deux. Bonjour super. Alice. Bonjour. Donc, et le micro fonctionne. Audrey, c'est bon. Marine et Manon, c'est bon. Thierry, c'est bon. Il me manque Gaël. Il n'est pas encore vu. Ok, alors, je ne crois pas avoir vu quelqu'un de la CNAM, sauf s'il est dans mode invité à la réunion sans identification, mais je ne suis pas sûre. Bon, Gaël, non, il n'a pas l'air d'être là. Est-ce que le temps que Gaël arrive, et sinon de toute façon on démarrera sans lui, il nous rejoindra, est-ce que dans ceux qui vont intervenir ce matin, vous souhaitez déjà faire un test de micro, vidéo, partage d'écran, ou est-ce qu'on se dit que tout ira bien? On peut faire un test. Est-ce que vous m'entendez? Vas-y Thierry. Oui, Thierry, c'est bon, t'entends. Je regarde, caméra aussi, Super, merci. très bien. Bonjour, alors je vais essayer aussi du coup. Super, tout fonctionne. C'est bon. Bonjour Angéline et Bastien. Super. Et bonjour Audrey. Eh bien super. Et puis de toute façon, le support, je l'ai, j'ai vos diapos dans le support général, donc normalement tout ira bien. Est-ce que Gaël, entre-temps, est arrivé? Ok, voilà pour l'instant. Bon, n'hésitez pas à un moment ou à un autre à me faire signe si quelqu'un voit Gaël Roux de la CNAM arriver, puisque faudra que je le rajoute dans les statuts de présentateur. Bon, on va démarrer quand même. Donc, eh bien, rebonjour à tout le monde, 48 participants. On va se lancer. Comme pour les sessions précédentes, micro, caméra coupée. Peut-être qu'à la fin, je les rouvrirai, parce que bon, c'est quand même sympa de vous voir aussi de temps en temps et pas avoir l'impression que de parler à des petites icônes rondes. L'idée pour nous ce matin et pour la journée était un peu plus de faire un focus là sur les utilisateurs autour de Vitam. Donc ce matin, c'est le club utilisateur en tant que tel. À quoi il sert, comment ça se passe, et puis vous permettre de vous poser des questions, enfin, et de nous poser des questions et de nous poser des questions à nous, programme Vitam, mais aussi à des utilisateurs. Et donc, vous verrez qu'on a associé plusieurs utilisateurs et plusieurs profils d'utilisateurs pour cette séance. Et puis cet après-midi, c'est une séance autour des projets d'archivage électronique dans 2 collectivités, une dédiée, une utilisatrice de VAS et une avec une implémentation de Vitam, avec également un point sur Annette, qui est un des appels à projets qui quand même aide, je crois, beaucoup les collectivités à se lancer dans ces projets. Donc là, pour ce matin, on va vous expliquer ce qu'est le programme, enfin, c'est ce qu'est le club utilisateur. Plusieurs membres du club utilisateur sont également présents dans les participants là de la matinée, donc n'hésitez pas à leur poser des questions et vous, membres du club utilisateur, n'hésitez pas à répondre, à nous contredire peut-être ou à nous préciser des choses ou à expliquer comment vous, par rapport aux questions qu'on va poser, vous sentez, puisqu'il a bien fallu sélectionner des participants. Voilà, donc n'hésitez pas à ce que ce soit le plus interactif possible. La conversation est là pour ça et si on a le temps, on pourra ouvrir un micro et caméra. Je vais partager le support. S'il veut bien se charger. Oui, c'est bon, c'est en cours de chargement. Donc, ce club utilisateur, enfin, ce qu'on appelle maintenant club utilisateur, en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui étaient là dès lundi matin ou pour ceux qui ont l'habitude de nous entendre, vous savez qu'on évoque très régulièrement la notion de
de réutilisation. C'était une exigence posée quand on a trouvé quand le programme Vitam a trouvé son financement dans les années 2011-2013. Ça s'appelait le programme d'investissement d'avenir, et il y avait l'idée que vous allez répondre aux besoins de 3 ministères, ok, mais vu l'argent qu'on va vous donner, ce serait pas mal si vous prouviez que ça pouvait être réutilisable dans un autre contexte, surtout vous êtes on promeut le logiciel libre. Et donc l'idée était de trouver 5 réutilisateurs. Alors à ce moment-là, la notion de réutilisateur, vous le voyez là, c'était avec des modalités de collaboration qui étaient tournées autour déjà d'axes de partenariat. On pensait bien dès l'origine qu'il serait parfois difficile des ministères par d'autres organisations, par exemple, et de lancer directement une implémentation de ce qu'on allait proposer. Et donc, c'était, par exemple, là, c'est les diapos qu'on pouvait trouver en 2015 quand on présentait le programme à son lancement. C'était participer aux spécifications, par exemple, sur les idées de collaboration et donc de réutilisation, participer à la recette, créer, pourquoi pas, et utiliser une plateforme qu'on mettra à disposition de notre côté, et puis la notion de reversement de code dans le logiciel libre. Donc, tout ça, pour nous, tournait autour de la collaboration. Et dès 2015 aussi, quand on présentait l'écosystème Vitam, on mettait bien les 3 projets des ministères, les pilotes, et puis on évoquait ADSOR, qui était l'ancêtre de Annette, et puis le lien vers des partenaires extérieurs. Et là, on trouvait déjà vraiment, c'est une diapo de mi-2015, les collectivités territoriales, les sociétés privées, les ministères et les opérateurs. Donc finalement, il n'y a pas grand changement, et on a continué sur cette lancée. Alors, tout de suite, ça, c'est un petit peu le pourquoi on a cette notion de club utilisateur, et on a cette approche et cette importance qu'on donne, nous, aux membres du club, enfin, à la notion d'utilisateur et de réutilisateur. Dès maintenant, je vais traiter aussi la notion du comment, parce que c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier d'aborder. Il s'agit d'un acte qu'on espère le plus simple possible par une convention. Alors, on appelait ça convention de service, mais c'est plutôt une convention d'adhésion au club utilisateur, qui est signé, alors en interne, enfin nous, du côté programme Vitam par Emmanuel Laborde, le directeur du programme, et du côté des organisations par la personne habilitée à signer ce type de convention. Donc selon les organisations, ça peut être très différent. Parfois, il y a un acte administratif passé dans les collectivités, par exemple. Et cette convention d'adhésion, vous voyez là un petit peu le déroulé et les articles qui y sont présents, permet d'indiquer en quoi il y a une collaboration entre l'utilisateur et le partenaire et le programme Vitam. Nous, il s'agit pour nous de justifier qu'on passe du temps avec un utilisateur et que celui-ci est reconnu et qu'on a des éléments sur son projet, et à l'utilisateur parfois aussi de démarrer un projet d'usage et de dire à son administration, on commence à avancer sur l'archivage électronique, et ça s'est concrétisé par ce premier acte qu'est l'entrée dans le club utilisateur. Il n'y a évidemment pas d'échange financier associé. Il y a une liste un petit peu de principes, de droits et devoirs qui varient, dont on n'est pas en mode vérification chaque année que tout est bien rempli, mais qui permet un petit peu de se donner une idée de ce qu'on attend les uns les autres de ce partenariat. Et alors là, l'aspect historique, c'est l'aspect aussi évolution du club utilisateur, puisque je vous disais tout à l'heure, on attendait 5 réutilisateurs, enfin on nous avait demandé d'avoir 5 réutilisateurs. Fin 2019, à la fin de la phase projet du programme Vitam, on en avait 15, et là, je crois que c'est 72 utilisateurs. J'étais restée à 70 et je crois qu'on est passé à 72 utilisateurs. Donc évidemment, grosse évolution que j'essaye de suivre d'un point de vue justement évolution temporelle. Et vous avez là, par exemple, quelles ont été les premières organisations à rejoindre ce club utilisateur. Alors à l'époque, il s'appelait comité partenarial. Il s'appelle depuis club utilisateur. Il s'est même doté d'un petit logo. Et vous voyez que dès le début, c'était très varié, puisqu'on avait aussi bien des opérateurs que d'autres ministères, et très vite aussi des collectivités territoriales. Alors en 2020, le grand changement, ça a été, enfin 2020-2021, pardon, ça a été quand, après la phase projet, en phase programme, on a dit clairement que les organisations privées pouvaient intégrer ce club utilisateur. C'était pas dit avant, enfin, c'était pas précisé avant. Et au passage, en phase maintenance, amélioration continue, on l'a écrit spécifiquement. Pourquoi? Parce que d'une part, Xeliance avait déjà fait le choix de Vitam pour son offre d'archivage électronique, et il était évident pour nous que c'était un utilisateur de Vitam par l'offre même et
pas le pari, mais le fait qu'ils croyaient au produit et qu'ils avaient fait ce choix-là. Donc, il était évident pour nous qu'il fallait les intégrer à ces notions de spécification, de test et de contribution. Et puis, parce qu'on voyait bien aussi que les projets qui se lançaient du côté, par exemple, collectivité territoriale, opérateurs, ministères, se lançaient avec l'aide et le soutien ou le recours à des prestations de sociétés, d'entreprises du secteur numérique, cabinets d'audit, cabinets de conseil, et que c'était eux aussi finalement des réutilisateurs de la solution. Et quand vous interrogez ce type de cabinet, ben évidemment qu'ils doivent avoir une connaissance de Vitam assez approfondie, et donc ils utilisent finalement, c'est une sorte d'utilisation de Vitam. Donc en 2021, ça avec l'arrivée de nombreuses sociétés du secteur numérique, que ce soit des cabinets d'audit et de conseil, même des éditeurs de logiciels ou des intégrateurs. Et puis la poursuite aussi de l'arrivée de collectivités territoriales cette année-là particulièrement. Pour 2022-2023, on est un petit peu sur la même lancée, c'est-à-dire que ça se poursuit et c'est très varié. Cette année est une grosse année d'arrivée. J'ai pas trop de raisons, des maturités de projet, des choses comme ça. Une des raisons sur les années 2021-2022 également, c'était quand même aussi l'ouverture de Vitam Accessible en service, qui a évidemment intéressé, intrigué les organisations, et ce club utilisateur est un premier pas vers un possible usage de Vitam, c'est-à-dire que c'est l'occasion de tester des choses et de voir si ça convient. Et là, en 2023, des projets enfin, des organisations arrivées dans le club utilisateur, on a autant de projets, je pense, qui sont en étude et qui feront peut-être pas le choix de Vitam, qui sont en projet d'usage, et on verra la CNAF qui arrive et donc on n'est pas simplement sur un possible usage de VAS, hein. Vous verrez avec la CNAF qu'on est bien sur un usage justement encore d'une implémentation de Vitam. Et puis donc des projets qui se lancent et qui plutôt souhaitent commencer à réfléchir à VAS. Et là, vous avez les tout nouveaux, les 2 dernières organisations qui sont arrivées au sein du club utilisateur et qu'il faut que j'accueille dans toutes dans toutes les réunions qu'on propose. C'est le département de la Charente-Maritime, qui a un usage particulier de Vitam, puisque c'est un usage en passant par une offre de service de Xeliance. Mais au final, finalement, c'est bien l'outil Vitam qu'ils utilisent. Et puis le ministère de l'Intérieur, qui rejoint tout le pool des ministères et qui va donc réfléchir à un usage également de Vitam dans son contexte, et en recouvrant là différents types d'organisations, que ce soit le ministère de l'Intérieur en propre ou la Gendarmerie nationale, par exemple. On va alterner les prises de parole, et donc là, c'est l'occasion pour moi de donner la parole aux utilisateurs présents, et en commençant par les archives de Montpellier. Vous me ferez signe quand vous souhaitez que je change de diapo, Bastien et Angéline? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, on a rejoint le club utilisateur cette année. Donc moi, peut-être je peux me présenter. Je suis Bastien Cos, je suis responsable de l'unité collecte, conseil et archivage électronique au sein des archives de Montpellier. Et Angéline Dano, je suis chef de projet archivage électronique dans l'unité, bien sûr, conseil, collecte et archivage électronique. Voilà, rapidement pour vous présenter les archives de Montpellier, on a fait une petite diapositive d'introduction. Donc, les archives de Montpellier, elles conservent 14 km linéaires d'archives avec des documents du XIIe siècle jusqu'à nos jours. Alors, c'est une structure qui est issue de la mutualisation des archives municipales et du service des archives de la métropole de Montpellier, qui sont aujourd'hui mutualisées. Et puis, avec cette réorganisation qui s'inscrit aussi dans le contexte de 2 projets structurants majeurs, qui est la réhabilitation des anciennes archives départementales de l'Hérault, qui a été rachetée par la ville de Montpellier, et qui serait le nouveau bâtiment qui sera probablement à l'horizon 2027, le nouveau bâtiment de ce service d'archives. Et puis, le deuxième projet structurant majeur, c'est la construction d'un service d'archives numériques. Donc voilà, on est en plein dedans aujourd'hui. On peut passer à la slide suivante. Alors, finalement,
Donc, la gestation et la naissance de ce projet d'archivage numérique, elle commence en 2012, où les archives municipales de Montpellier s'engagent dans une réflexion sur l'archivage électronique, comme beaucoup de services d'archives alors. C'était des réflexions un peu naissantes, en tout cas à Montpellier à ce moment-là, qui a débouché sur la création d'une mission gestion de l'information et archivage électronique au sein du service. Et en 2014, il y a eu une première étude de faisabilité où on a été accompagné par le cabinet Parker Willibord à l'époque sur le périmètre ville CCAS. Du coup, on était avant la mutualisation des deux services d'archives. Et donc après, arrive en 2015 avec la création de la métropole de Montpellier, et où il y a eu, suite au passage de communauté d'agglomération à métropole, un processus de mutualisation des services de la ville-centre et de la métropole. Et donc ce processus, il a à la fois concerné les archives, rendant caduque le périmètre de cette étude de faisabilité, puis du coup, ça n'avait plus trop de sens de travailler que sur un périmètre ville CCAS à ce moment-là. Mais aussi, ça a eu des impacts sur tout ce qui était sur la direction des ressources informatiques et la direction des systèmes informatiques ville et métropole, dont la mutualisation était assez difficile parce qu'il y avait des organisations et surtout des choix de systèmes d'information très différents. On avait d'un côté des choix très axés logicialiers, d'autres c'était des choix. Enfin voilà, il y avait tout un tas de choses assez différentes. Et du coup, c'est vrai que ça les a rendus assez indisponibles pour nous accompagner voilà, pendant toute cette période-là. Donc, on a mis un peu en stand-by ce projet. Mais pendant ce temps, du coup, le choix qui a été fait par le service des archives au Conseil d'archivage électronique, ça a été vraiment d'axer sur le conseil auprès des services en gestion documentaire. Voilà, avec voilà, des actions sur les reprises d'arborescence, nommage des fichiers, voilà, vraiment de la sensibilisation aux bonnes pratiques surtout, pour nous à la fois prendre de l'information et puis tenter de faciliter les opérations futures d'archivage. Et on arrive fin 2022 avec un alignement des planètes, avec à la fois l'arrivée d'Angeline en juin 2022 sur la mission archive électronique qui avait été repensée. Un poste avait été resté vacant plus d'un an. Et puis, on avait aussi également le nouvel exécutif qui a inscrit au plan pluriannuel d'investissement l'archivage électronique. Donc, on avait un financement dédié, fléché, réservé pour ce projet. Et puis, enfin, les services informatiques, ils avaient terminé leur organisation en devenant le pôle numérique et données. Donc, avec aussi un changement de périmètre d'action et en inscrivant en axe prioritaire de leur schéma directeur des systèmes d'information la prise en charge de la donnée, de sa création à son archivage. Donc, c'était vraiment inscrit dans leur schéma directeur. On peut passer. Suivante. Donc avec tous ces changements, donc à mon arrivée, j'ai pris en connaissance de l'état des lieux et en octobre 2022, on a pu organiser une réunion de lancement, si on peut dire, avec le pôle numérique de données pour présenter nos attentes et voir comment on pouvait mettre en place une collaboration avec eux. Donc, ils ont mis progressivement deux chefs de projet à notre disposition, un à partir d'octobre et un autre à partir de mai 2023. Et après, très classiquement, comme tout projet, on a rédigé la note de lancement, la faire valider par notre direction générale des services. Ce fut l'occasion donc de réorienter le projet pour qu'il soit moins axé sur les course management, mais plus sur l'archivage définitif. Et donc, on l'a nommé construire un service d'archives numériques et on a pour objectif donc de mettre en place une offre de service
en adéquation avec notre offre de collecte actuelle et ainsi pouvoir rédiger dans quelques mois une politique de collecte unique, quels que soient les supports. Sur notre périmètre d'intervention actuel aussi, c'est très important. Donc, Ville de Montpellier, les services de la métropole ainsi que les organismes satellites, notre CCAS ou la Régie des eaux, les établissements culturels aussi qui dépendent soit de la ville, soit de la métropole. Et puis, cette offre de service, ça doit nous permettre de bien sûr de pouvoir collecter, conserver et valoriser nos futurs fonds d'archives définitives et de pouvoir potentiellement prendre aussi en charge des archives intermédiaires dont la DUA est longue pour des questions de lisibilité et d'obsolescence afin de garantir les besoins opérationnels des services et bien sûr répondre aux besoins de nos lecteurs et futurs chercheurs. Tout ça s'est fait aussi avec une phase de changement pour le pôle numérique de données qui se structure et qui met en place aussi ces modes de fonctionnement, dont le mode projet. Et donc, c'est aussi une période où on apprend, comme tout ménage, à cohabiter, à vivre ensemble. Et donc, il a fallu, comme à chaque début de projet, apprendre des uns des autres et à faire des concessions. Donc, depuis cette collaboration, on a rédigé les éléments obligatoires de leur mode projet, donc le cahier de cadrage, pardon, le closier fonctionnel et technique, mais nous avons pu aussi avancer, nous, sur la première version de notre ASSI pour notre offre de service, ce qui est aussi important pour nous. Nous avons par la suite réalisé une étude de marché. Et c'est à l'occasion de cette étude de marché que nous avons pu rencontrer l'équipe du programme Vitam. Je ne vais pas trop dire encore la suite parce que je veux garder un peu de suspense. Et puis, ce qui nous reste à faire, beaucoup de choses. C'est évident. Il va falloir là qu'on travaille sur nos priorités de collecte sur les premières années et puis faire des choix éclairés sur quel modèle d'infrastructure, de quel logiciel, etc. Et là, on a aussi peut-être des pistes pour nous aider à réfléchir, mais je ne veux pas trop en dévoiler. Donc, je laisse nos collègues présenter leur projet. Merci Angéline et Bastien. Donc, vous l'aurez compris parce que je l'avais à peine dit, comme on a un petit peu au moins 4 grands types d'organisations, collectivités territoriales, ministères et administrations centrales, opérateurs et entreprises du secteur numérique, on a essayé de vous montrer la variété des projets et des membres du club utilisateur. Et l'idée, c'est que évidemment là, ils présentent un peu leur contexte. Et puis après, on va essayer de répondre à quelques questions. Et Gaël Roux, en plus, nous a rejoint entre-temps. Donc, on va continuer aussi à vous expliquer comment fonctionne ce club utilisateur. Hein, vous inquiétez pas. Et ça vous permet aussi de voir la grande variété des acteurs qu'on peut retrouver dans ces réunions et à quel point ça peut être enrichissant. En passant par exemple la parole à Coexia, qui est, alors autant la ville de Montpellier est arrivée au club utilisateur pendant l'été 2023, Coexia c'est un peu plus ancien, c'était sur 2022. Donc Marine et Manon, je vous laisse nous en dire plus. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, Coexia, c'est une entreprise de services numériques. Donc, on a rejoint le club effectivement en 2022. Et donc, nous, on ne s'oriente pas forcément sur un seul projet, mais on participe à plusieurs projets. Donc, Coexia est implémenté dans plusieurs secteurs, dont le secteur de la gestion documentaire. Donc, on est amené à traiter toute la chaîne documentaire, donc en passant par la GED, la gestion des processus, la dématérialisation des documents, mais aussi les systèmes d'archivage électronique. Et donc, avec Manon, donc on est chef de projet spécialisé en archivage électronique. Donc, Manon intervient plutôt côté projet de mise en œuvre et moi côté mission de conseil et accompagnement amont.
Oui, donc pour vous parler un peu des projets, voilà, là on ne va pas présenter un projet qu'on mettrait en place chez Coexia, mais vous présenter un peu les éléments sur lesquels on est amené à intervenir. Mais du coup, on a quand même voulu parler de ce qu'on faisait en interne. Donc voilà, on est porteuse de cette activité archivage électronique, mais forcément, on est accompagné, que ce soit par des consultants ou des développeurs. Et donc, on a évidemment utilisé les outils Vitam, Vitam UI, et on les a installés sur nos environnements, histoire de les tester en interne, de les utiliser et de pouvoir se faire la main dessus, autant côté dev que fonctionnel. C'est les projets sur lesquels on intervient en tant que intégrateur, et on va avoir plusieurs projets côté connecteur plutôt via des applicatifs. Il y a eu beaucoup d'interventions qui ont traité des connecteurs. Bah, voilà, nous, c'est un peu notre sujet sur les projets. Et aussi, on accompagne et on réalise des fichiers de configuration sur des entités qui sont utilisateurs des services notamment VAS ou bien Vitam sur du on-prem. Et donc, on va les accompagner finalement sur tous ces fichiers de configuration quand c'est du XML, du RNG ou même du CSV. Voilà, pour leur fournir après qu'on teste chez nous et qu'après ils puissent implémenter chez eux. Donc, évidemment, tous ces fichiers sont le fruit d'ateliers, de spécifications et tout ce que vous connaissez beaucoup. Merci, Et, Manuel. Et du Ouais, coup, c'est donc, du côté conseil, donc, le conseil se place en amont de ces projets de mise en œuvre. Donc, le but, c'est de cadrer le périmètre sur lequel va se positionner l'outil d'archivage électronique, parce que le but n'étant pas de tout archiver, mais de réaliser un tri avant de pouvoir verser. Donc, on va identifier les typologies documentaires qui sont à privilégier, par exemple, des applications métiers qui seraient à connecter pour un versement automatique vers le SAE. Et on va aussi donner des indications de coûts, donc de coûts autant au niveau logiciel qu'au niveau projet. Donc, c'est dans cette démarche de conseil, donc le but, c'est de répondre aux besoins fonctionnels des organismes, mais aussi répondre aux contraintes et exigences techniques qu'elles peuvent avoir. Et on a aussi un pan d'accompagnement, donc toujours à ce niveau de conseil. Donc là, plutôt sur les projets de mise en œuvre, ce sera du pilotage, donc, les orientations quant au phasage de la réalisation, par exemple. Donc, on va conseiller l'organisme sur les chantiers qu'il aura à mener, sur les moyens de le faire de façon efficace aussi. Et donc, on prépare aussi les stratégies de versement. Donc, qu'est-ce qui doit être versé, à quel moment, comment, et cetera. Donc, c'est des pré-spécifications. Donc là, on dégrossit en fait le vrac qu'il peut y avoir avant le versement dans le SAE. Merci, Marine et Manon. Donc, après les collectivités territoriales, les entreprises du secteur numérique, un exemple d'opérateur arrivé récemment au sein du club utilisateur de Vitam, avec un beau projet que Thierry va nous présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc Thierry Picon, je suis pilote de réalisation sur le projet SAE Vitam à la CNAV, à la DSI. Donc je vais vous présenter le projet SAE Vitam qui est en fait en gestation depuis déjà un bon moment puisqu'on a fait une étude de cadrage en fin 2021, début 2022 et qui a validé un peu le choix de la technologie Vitam. Donc le contexte à la CNAV, c'est un écosystème de plusieurs SAE qui sont vieillissants sur des technologies vieillissantes. Donc on a 20 instances régionales pour les différentes branches retraite. C'est ce qu'on appelait les jets de retraite, donc c'était SAG de retraite. On fait un microfilmage des archives en complément. Et puis aussi, on a des SAE satellites, notamment pour l'action sociale, la pénibilité, les risques pro. On est dans un contexte avec une très forte volumétrie, on a 60 millions de documents par an, et puis des temps de conservation en archivage intermédiaire assez longs, jusqu'à 50 ans, voire même un peu plus. Donc les enjeux pour la CNAV, c'est d'améliorer la productivité et améliorer la relation avec les assurés, réduire la dette technique, puisqu'on a des systèmes propriétaires et vieillissants, tout en restant dans le cadre normatif et aligné sur la stratégie de la CNAV. Donc, l'objectif final, c'est d'un ensemble de SAE régionaux, entre guillemets, ou sectorisés, on veut un archivage électronique transverse, multidomaine et interopérable sur la technologie Vitam. Donc, ça, c'est l'enjeu du projet. C'est actionner moi-même. Je peux actionner moi-même
la slide. Donc, le périmètre, comme je disais, hein, on veut un SAE un Vitam au niveau national et transverse, multidomaine, c'est-à-dire il a pour vocation à absorber l'ensemble des domaines de la CNAV, la branche retraite, mais aussi les fonctions support telles que DRH et finances. Donc, à la CNAV, on est parti sur une implémentation on-premise et avec une vision uniquement back-office. On a décidé de ne pas prendre Vitam UI pour plusieurs raisons, puisqu'on avait déjà des briques applicatives qui permettaient d'interroger les documents d'archives courantes et intermédiaires. Et aussi, on a un outil d'administration qui est en cours de développement, dont la vocation, qui s'appelle ADN Administration, de pouvoir gérer les archives courantes et intermédiaires. Donc, Vitam UI était restrictif parce que ça s'adressait que à la technologie Vitam et qu'à de l'archivage intermédiaire, voire définitif. Donc, on a fait le choix d'utiliser que la partie back-office de Vitam. Donc, ça se veut comme un conteneur de SI dématérialisé, hein, avec toutes les fonctionnalités d'un SAE. Pour nous, qui doit supporter les flux d'ingestion qu'on pilote nous-mêmes par le SI CNAV, et puis toute la partie consultation à partir d'un outil qui est déjà en place, qui est ADN Consultation. Et on a également notre référentiel de règles qui s'appelle RNDA, qui est aussi externe et qui alimente Vitam. Donc, on est purement sur du documentaire et de l'archivage intermédiaire avec une problématique de grosse volumétrie. Donc, on a fait une approche multi-instance et multi-tenant. Donc, on aura une instance au démarrage pour le régime général et une instance, puisqu'on fait aussi des prestations en tant qu'opérateur. Et dans le premier périmètre, on va également verser des documents venant de téléservices que la CNAV opère pour d'autres entités. Donc voilà le périmètre fonctionnel, je dirais. Comme je disais, on a des fortes volumétries, 60 millions de documents par an. Donc ça fait 30 Tera de données. Moyenne des documents, c'est des documents PDF, c'est 500K. Et à horizon 20 ans, on prévoit d'avoir une volumétrie à 1 pétaoctet, donc sur plusieurs instances Vitam. On a des flux quotidiens qui peuvent aller jusqu'à 330 000 documents. On a un sous-chantier dans le chantier qui est notre reprise des stocks. Parce qu'on a 25 ans de stock à reprendre sur le processus retraite. Donc, en tout, avec la partie travail indépendant, on a près de 600 millions, plus de 600 millions de documents à reprendre, voilà, qui va nous occuper pas mal de temps. Et donc, on a un sous-projet dans le projet pour pouvoir reprendre ces stocks. D'un point de vue technologique, donc, on a fait un choix d'héberger on-premise. On avait fait une étude pour savoir est-ce qu'on va faire héberger à l'extérieur. On a aussi regardé VAS, mais vu nos volumétries, c'était beaucoup d'échanges qu'on avait vus avec Alice. Donc, on a décidé d'héberger en interne. On a fait sur une stratégie de 3 data centers en actif-passif et plus un data center pour héberger en gold copy les données. Donc, on est en X large parce qu'on a une forte volumétrie. On a fait le choix de Debian puisque CentOS était en fin de vie et il n'y avait pas encore Alma Linux. Donc, on a fait le choix de Debian puisqu'il était aussi maîtrisé au sein de la CNAV. En offre de stockage, on est parti sur du stockage Dell S3 avec une double offre de stockage sur 2 data centers. Sur la partie réplication de données, on est sur un mixte. On utilise la réplication applicative de Vitam pour la partie S3 pour avoir une synchronisation, avoir du temps réel. Par contre, on est sur la partie hors S3 sur la réplication hardware qui est la stratégie CNAV. Je ne rentre pas plus dans le détail technique. Où en est-on sur le projet? Donc, on a fait toute une phase de spécification conception d'octobre 2022 à avril 2023. Donc, on a plutôt mené le projet un peu en cycle en V, comme on dit, en informatique, sauf pour la partie interface d'administration qui, lui, est traitée en agile. Donc, ça nous a permis de cadrer le projet, de faire les specs fonctionnels, général détaillés, specs techniques également, produire le DAT, sachant qu'on va avoir quand même plusieurs instances dans plusieurs environnements. Ça fait beaucoup d'infrastructures à gérer et opérer. Et puis, ça nous a permis aussi de consolider le planning prévisionnel du projet. On est rentré dans une deuxième étape à partir du mois de mai, où on a pu déjà paramétrer par rapport au CFD l'instance de développement. Donc, on a commencé les développements.
On a développé le composant de versement, donc en automatique en fait le SI du CNAV en fait est intermédié avec le Vitam par ce composant de versement. Et puis on a plugué notre application de consultation qui est ADN, qui est une assistante existante sur Vitam. Ça a été très très facile grâce aux API Vitam. On a commencé le sous-chantier reprise des stocks. Et puis, on a initié un chantier performance. On a fait un premier J, entre guillemets, et on va continuer sur toute l'année 2024 parce que c'est très important pour nous puisqu'on a des très fortes volumétries. Et on a testé déjà savoir si nos stockages répondaient bien à Vitam, sachant qu'on est sur 2 data centers et que c'est du stockage objet. Et donc, on a eu des très bons résultats en termes de performance de façon unitaire. Et on est en train de spécifier des tests plus poussés qu'on va mener en 2024. Et notamment, on veut charger une instance Vitam avec le maximum d'objets. On va essayer de faire 500, voire 800 millions d'objets et voir comment Vitam réagit avec cette forte volumétrie. Il faut savoir que en 2026, quand on sera en production, après la reprise des stocks, notre instance principale aura 700 ou 800 millions d'objets. Donc, on veut savoir si Vitam répondra correctement. Bon, voilà, donc c'est les points d'attention. Je voulais mettre aussi en exergue pour conclure cette présentation. On a cette forte volumétrie, sachant qu'on aura plusieurs instances qui nous permettra de gérer aussi cette volumétrie. Donc, c'est vraiment le point critique pour nous. On a, côté organisationnel, un point à traiter, c'est l'arrêt du centre de microfilmage, puisqu'on ne fera plus de microfilm. Et puis aussi l'évolution du métier d'administrateur fonctionnel, qui était régionalisé, qu'on va nationaliser. Donc, du coup, avec des profils peut-être un peu différents. Et voilà. Et puis, un point important aussi, côté RH, c'est la maturité fonctionnelle et technique comment ça s'appelle, des équipes. On fait vraiment un point d'attention particulier pour que ce soit d'un point de vue technologique, ceux qui opèrent la solution, ou que les équipes fonctionnelles puissent monter en compétence autour de Vitam pour maîtriser au maximum la solution. Donc, typiquement, cette semaine, on a fait des petits quiz pour l'équipe projet de connaissances autour de Vitam et du projet et pour voir si ça commence à pénétrer. Voilà. Donc, la mise en production est prévue à l'automne 2025. J'espère que je n'ai pas été trop long. Bon, merci Thierry. Non, je pense que le projet est d'ampleur. Ça paraît normal d'avoir ce temps-là. Vous voyez donc qu'il y a vraiment encore des projets très variés qui arrivent au sein du club utilisateur, qu'on espère surtout que les uns les autres, ça s'enrichisse les expériences. Donc là, c'était des projets plutôt, je dirais, classiques d'usage de Vitam ou de réflexion autour d'un usage. Je suis en train d'essayer de télécharger la bonne version du support puisqu'on enchaînait sur la présentation par Audrey Lavrand de la DRAC Bretagne d'un projet un petit peu différent finalement, je pense qu'elle va expliquer en quoi ça s'inscrit dans Vitam et même plutôt dans VAS au sein de la DRAC, puisque dans le support que je présentais, et voilà, ça y est, c'est bon normalement, j'espère que ça va aller. Est-ce que là, c'est bon pour tout le monde, vous voyez, versement chez Torix? Moi, c'est bon. C'est bon, ok, bon, bah super. À toi de jouer, Audrey. Ok, alors moi donc je vais vous présenter le projet Versement Getorix, donc effectivement qui est un peu particulier. En fait c'est une start-up qui est portée par l'atelier numérique du ministère de la Culture. Donc bon déjà je vais me présenter. Donc moi je suis archiviste au service régional d'archéologie de la DRAC Bretagne depuis 2021. Et l'atelier numérique de la culture donc c'est un incubateur. Comme par exemple celui que vous connaissez, les archivistes, c'est plutôt celui des ministères sociaux qu'on a pu voir hier avec Archifiltre. Donc là, c'est le même principe, mais à la culture. Donc le principe des incubateurs, c'est qu'un agent qui a identifié un problème d'utilité publique ou un irritant, peut le proposer à l'atelier numérique, qui, s'il le juge pertinent, va mettre en fait des moyens pour d'abord enquêter sur le problème, parce que ça va être quelque chose de vraiment centré utilisateur pour résoudre un problème lié au public. Je vais passer à la suivante. Je peux le faire moi-même? Ouais.
Donc bah, ça, c'est voilà, juste une petite présentation du réseau des incubateurs. Je vais passer. Donc moi, le problème que j'ai identifié en arrivant au SRA, puisque avant je venais du réseau des archives départementales, c'était, enfin, il y avait une convergence de réflexion autour de l'archivage électronique des archives de fouilles. Bon, déjà, je précise, je vais parler d'archives de fouilles d'une manière générale parce que c'est le plus simple. C'est le terme grand public. Donc, donc, on a un gros problème en fait de stockage et de gestion des archives de fouilles. Les archives de fouilles, elles sont reçues par les services régionaux de l'archéologie et produites par les opérateurs d'archéologie en fait, parce que le SRA délivre toutes les autorisations liées à l'archéologie sur son territoire régional et il doit collecter en archivage intermédiaire toutes ces archives-là. Or, on n'a pas forcément de personnel formé pour gérer ça. Les opérateurs ne sont pas formés non plus à nous verser des fonds correctement préparés. En plus, on a une grosse problématique de volume et de format assez exotique. Enfin bref, tout ça, c'est un vaste problème et il doit être pris en charge parce que c'est des archives publiques et patrimoniales. Et la réglementation nous dit normalement de tout conserver. Voilà, donc c'était un vrai problème. Donc ça, moi, je l'ai proposé à l'atelier numérique et donc effectivement, la pertinence du sujet a été validée. Et de janvier à mai 2022, donc, on m'a mis à disposition une coach pour mener toute une phase d'investigation du sujet. Donc, on a fait beaucoup d'entretiens avec des archéologues, des personnes de différentes fonctions liées à l'archéologie, donc du personnel de drague, des chargés de documentation, etc. pour faire une synthèse de tous les besoins, des modes de travail, des outils, des blocages sur l'archivage, etc. Et confirmer donc qu'il y avait bien un besoin sur ce sujet-là. Je vais passer à la suivante. Donc ensuite, nous, notre projet, alors par rapport au projet plus classique de l'atelier numérique, nous, on a fait une deuxième phase d'investigation approfondie. Donc, ce que je vais vous expliquer par la suite, c'est pour ça qu'on a un temps raccourci de construction, parce que normalement, on a à peu près 2 ans pour bâtir un projet. Donc, de septembre 2022 à juin 2023, donc on a continué notre investigation avec des ateliers de travail avec des archéologues et pareil, des personnes en charge des archives chez les opérateurs d'archéologie. Tout ça pour bâtir une procédure d'archivage. Donc, en fait, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, c'est ce que font les archivistes qui font de la collecte. Mais pour l'archéo, apparemment, ça n'avait pas été vraiment fait avant. Donc, ils étaient super contents. Et donc, à partir de là, on a bâti ensemble un guide simplifié d'archivage vraiment destiné aux archéologues. Donc, on était sur le périmètre de l'archéologie préventive. Donc, ça, je rappelle rapidement, il y a 2 types d'archéologie, très grossièrement. La préventive, donc, qui est très cadrée, puisque c'est porté par des projets d'urbanisme. Donc, en fait, c'est des promoteurs qui voilà, ont besoin qu'une fouille soit faite dans un temps donné, le rapport rendu, etc. Donc, il y a une procédure qui est très bordée. Alors que l'archéologie programmée, elle est plus guidée par une problématique scientifique, et ça, c'est des projets qui peuvent durer 20 ans. Donc, on n'a pas du tout les mêmes temporalités. Donc, nous, on a choisi pour faire notre POC de travailler sur la préventive. Pour se faire la main, on s'est dit que c'était plus facile. Donc, voilà. Donc, à partir de là, donc, on a fait un guide d'archivage et une fiche descriptive à remplir par les archéos. Donc, avec des métadonnées descriptives sur l'opération. On a fait des petits tests de collecte comment dire, artisanale de versement d'archives électroniques avec des outils de transfert classiques, etc., pour démontrer qu'il y avait bien un besoin d'outillage. Et à partir de tout ça, on a commencé à écrire des cas d'usage de besoins de différents profils en fait, de personnes qui auraient besoin donc, de verser, d'archiver, comment dire, de consulter les archives. Et donc à partir de ça, on a fait tout un cahier des charges d'un outil rêvé pour l'archéologie. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à discuter avec l'équipe de Vitam et se rendre compte qu'il y avait donc une utilité à développer un outil de ce type-là qui serait vraiment centré sur des non-archivistes, donc un outil de versement, mais pour les non-archivistes. Et du coup, finalement, à un sens plus large que l'archéologie. Donc nous, on continue à travailler sur l'archéologie parce que on est parti de là, mais l'idée à terme, ce serait d'avoir un outil de dépôt en fait en amont
du versement qui soit vraiment très simplifié et très transparent pour nos utilisateurs. Donc là, actuellement, depuis septembre, on a recruté un développeur pour créer l'outil, qui travaille en partenariat avec Vitam. Donc Vitam nous a mis à disposition une base de développement. On a également un designer de l'atelier numérique qui travaille sur le projet. Et on a intégré donc les collègues des Hauts-de-France pour toutes les réflexions métiers, pour ne pas être tout seul là-dessus. Donc globalement, l'outil qu'on veut développer, donc c'est un module de dépôt simplifié, transparent, qui soit vraiment centré service producteur et non plus archiviste, avec 2 interfaces en miroir où en fait le producteur va pouvoir déposer, l'archiviste va pouvoir regarder, ils vont pouvoir manipuler à 4 mains et revoir certaines choses avant de pouvoir pousser dans le SAE. Globalement, c'est la grande idée, mais là, on est en plein dedans, donc je ne peux pas vous donner plus de précisions sur les fonctionnalités qu'on va réussir à livrer pour la fin d'année, mais voilà la philosophie du projet. Et donc, pour terminer, voilà, juste des visuels des premières maquettes. Donc ça, c'est la première, c'était le formulaire, et ici, c'est un des écrans du dépôt. Merci beaucoup, Audrey. Moi, je suis ravie parce que peut-être que ça paraît très décousu aux auditeurs d'avoir ces 4 présentations les unes après les autres, mais je pense qu'on ne peut pas mieux prouver la variété des projets qui sont intégrés au sein de ce club utilisateur Vitam, et que malgré tout, les échos sont réels. Évidemment que la CNAV a un écho particulier avec la CNAM, je pense, et Gaëlle, qui nous a rejoint, pourra nous le confirmer, que Montpellier, la ville de Montpellier regarde attentivement les projets qui sont ailleurs pour pouvoir voir du côté des collectivités territoriales et même ailleurs s'il y a des choses à prendre en compte, et que Coexia, par les exemples qu'il donne et l'expertise qu'il développe autour des projets Vitam, c'est intéressant aussi bien vers les administrations publiques d'ailleurs que vers les autres ESN. Et là, Audrey, pour nous, c'est un enjeu particulier puisque on revient sur un modèle plus de contribution et d'amélioration du produit avec ce projet qui part d'un besoin métier très précis, en effet, mais qu'on va essayer d'élargir et d'adresser de manière plus large pour l'offrir au plus grand nombre. Donc voilà, là, je pense que l'idée était pour nous de vous présenter un petit peu la richesse du club utilisateur et de ce qu'on peut y trouver. Après, c'est évidemment tout l'enjeu de faire vivre tout ça. Gaëlle, est-ce que tu veux dire quelques mots de ton projet à toi avant qu'on passe à la notion plutôt de gouvernance du club utilisateur ou pas du tout? Maintenant, Oui, je peux pas. Désolé déjà pour le retard. Oui, donc moi côté, je suis à la CNAM, donc l'assurance, la branche maladie, par rapport à la branche à côté de la CNAV. Donc on a nous effectivement implémenté Vitam et ouvert le service depuis fin d'année 2021. Et effectivement, il y a de grosses similitudes avec la mise en œuvre qu'est en train de faire la CNAV. J'ai d'ailleurs relancé Thierry au sujet qu'on avait dit ce printemps qu'il fallait qu'on échange, et je crois qu'on n'avait pas fait parce qu'effectivement, on est sur des volumétries pour le moment moins élevées. On n'a pas un historique actuel aussi important. Mais depuis 2021, donc on va bientôt fêter les 2 ans du service là en fin d'année. On a, je crois, dernière fois que j'ai regardé, on avait plus déjà de 40 millions d'objets en 2 ans, quoi. Et les volumes vont aller grandissant. Et on a mis en œuvre, voilà, sur pareil, avec du stockage objet sur les mêmes typologies de machines Dell, et voilà, donc c'est très similaire. Effectivement, Gaëlle, Ouais. on n'a pas pris le temps, mais on va échanger là. Il va falloir, là, quand j'ai vu, j'avais l'impression que c'était mon projet que tu présentais, enfin notre projet, parce qu'effectivement, c'est très, très similaire. Et sur les sujets, sur les performances et sur la tenue en charge et autres, voilà. Et on est vraiment identique. On est sur 2 sites, enfin un site actif et un site passif, un site secondaire au sens Vitam sur notre 2e data center. Donc c'est vraiment quasiment vraiment la même chose. Donc voilà. Et enfin voilà sur le projet, donc voilà ce que je pouvais dire sur la mise en œuvre à la CNAM de Vitam. Ok, merci Gaëlle. Alors, après une présentation ainsi de ces projets et donc de la variété des membres du club utilisateur, quelques mots sur comment fonctionne ce club utilisateur et sa gouvernance. Alors,
La gouvernance d'abord du programme Vitam fait que le club utilisateur est intégré à celle-ci, puisque depuis, sur la période 2015-2019, donc c'était ce qu'on appelait le comité partenarial qui se réunissait de temps en temps, mais n'avait pas d'existence plus organisée que cela. À partir de 2020, il a été indiqué dans la convention signée par les ministères, donc au plus haut niveau, hein, en gros, qu'il y avait bien un club utilisateur avec un représentant du club utilisateur et en définissant en quelques lignes, c'était pas très poussé, le rôle de ce représentant du club utilisateur et de ce club utilisateur aux côtés des autres ministères et finalement aux côtés aussi du CIAF et de la DINUM dans les instances de direction de Vitam. Et donc, c'est ce que vous voyez représenté là, c'est-à-dire que maintenant, on a bien un comité de pilotage et comité de direction qui, dans les acteurs représentés, invités, avec pouvoir de décision, on a bien la représentation du club utilisateur qui est là, ce qui représente quand même une grosse nouveauté. Hein. Pour 2019-2020, c'était une grosse nouveauté. C'est vrai que là, maintenant, on peut parfois s'interroger sur plus de 70 utilisateurs et un seul membre, quel poids par rapport à ça, mais ça, c'est l'évolution qui nous le dira. Et discuter, mais sur 2019-2020, apporter la présence du club utilisateur était un point important pour tous, puisque c'était aussi des notions de pérennité du projet et des outils proposés. Donc au tout début, c'était le CINES qui avait pris ce rôle de représentant du club utilisateur et en courant 2022, c'est donc la CNAM qui a été désignée unanimement représentant du club utilisateur. Gaël, tu veux dire quelques mots sur ton rôle au sein des comités de pilotage, comité de direction? Comment tu l'envisages, enfin, le rôle de la CNAM représentant? Ouais, tout à fait. Je n'avais pas vu que j'avais été autorisé à partager ma caméra, donc je la mets. Effectivement, nous, on s'est positionné, on va dire, pour ce rôle de représentant, pour plusieurs raisons. La principale, c'est qu'effectivement, via ce rôle de représentant du club utilisateur, comme l'a dit Alice, on a, j'allais dire, un siège et une voix dans les comitologies de Vitam. Donc, ça permet de porter notre voix et notre volonté, elle était justement de faire entendre la nôtre de voix principalement, mais aussi de porter celle de toutes les différentes typologies d'utilisateurs qu'on a pu voir sur les précédentes présentations. Après, voilà, donc sur les différentes comitologies, notre volonté, elle est de recueillir en s'appuyant aussi, on l'a fait là récemment sur Osmose, via une communication sur Osmose, un billet pour recueillir les voix les volontés des utilisateurs, des sujets à mettre en avant ou à aborder que ce soit le CODIR ou le COPIL. Voilà, je pense qu'on va s'appuyer sur cet outil de communication et si besoin, effectuer des points d'échange quand même préparatoires s'il y a des gros sujets qui méritent d'être discutés oralement plus que par écrit, voilà. Et après, il y a un autre axe, effectivement, c'est tout le sujet, on va dire, participation à la constitution des roadmaps à venir via les ateliers Mosco, où là, effectivement, on veut aussi peser au nom de tous les utilisateurs sur cette roadmap, influer sur les choix qui sont faits par le programme Vitam. D'autant plus qu'aujourd'hui, par rapport au démarrage, Vitam a une autre casquette avec VAS, qui est, voilà, ils sont aussi, on va dire, opérateurs de service et mettre en œuvre. Donc, j'allais dire, c'est un peu pour contrebalancer, si je la fais courte, c'est voilà, pour s'assurer que toute la roadmap, ça pas dédié aux besoins VAS, mais que les 60, les dizaines d'autres utilisateurs, notre voix, elle pèse et que nos besoins soient pris en compte aussi dans cette constitution. Donc là, je crois que le prochain Mosco, d'ailleurs, ça devrait bientôt arriver, c'est début d'année. On s'était dit en tant que bon représentant utilisateur qu'on essayait d'anticiper par rapport à l'année dernière et de proposer justement aux utilisateurs des ateliers pour le préparer là d'ici cette fin d'année. Bon, la fin d'année approche à grands pas, il faut qu'on le fasse. Donc voilà. Alors, c'est J'ai l'occasion. Merci. peut-être à anticiper sur la suite, mais Non, alors je me dis que voilà, si j'en ai bien parlé. Non, mais justement, ça fait une transition en effet pour repréciser ce que sont ces ateliers Mosco dans le cadre plus général de qu'est-ce que c'est être membre du club utilisateur et comment ça se concrétise réellement. Donc Gaëlle a évoqué là sur cette notion de comitologie, ces ateliers de priorisation. Pour rappel à tous les membres du club utilisateur présents, c'est en ce moment que vous pouvez déjà faire part de vos besoins. Il y a un lien sur Osmose que j'ai repartagé hier. Donc ces ateliers de priorisation, c'est bien l'idée que
on écoute les besoins des 70 et quelques membres du club utilisateur et qu'après, justement, cette voix est portée d'une manière alors conciliante par le représentant vers les autres ministères qui, évidemment, le poids n'est pas tout à fait le même, mais c'est bien l'idée de pouvoir construire ensemble une roadmap tout de même. Donc ça, c'est une fois par an. On a des réunions plénières du club utilisateur, donc 4 à 5 par an que j'organise, alors qui sont mixtes, descendantes, partage d'informations. Alors évidemment, avec 70 membres, hein, même si tout le monde n'est pas présent en même temps, vous imaginez bien que il nous faudrait de nombreuses heures si on avait de très gros débats. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt un échange d'informations et du programme Vitam vers les utilisateurs et entre les utilisateurs, savoir où en sont les projets, des points d'actualité de projets qui permettent de, j'espère au moins, de se dire je vais aller contacter telle personne pour prendre attache et avancer, prendre conseil auprès d'eux. Dans les autres possibilités liées à cette comitologie club utilisateur, vraiment là, on a donc ce qu'on appelle 2 types de multilatérales. C'est des réunions soit fonctionnelles et métiers animées par Marion Ville, l'experte fonctionnelle du programme Vitam, soit techniques et applicatives animées par Gilles Klein, qui est notre nouveau directeur technique, qui donc soit traite des questions plutôt métiers archives, soit des questions plutôt informaticiens exploitants. C'est plutôt, alors ça dépend, entre 3 et 5 peut-être par an selon les multilatérales et les besoins. Et l'idée là, par exemple pour les multilatérales animées par Marion, c'est toutes les nouveautés Vitam et puis parfois des ateliers pratiques sur tel ou tel sujet quand un besoin s'est fait ressentir. Par exemple, ça peut être sur comment constituer les fichiers CSV, ça peut être sur comment gérer un référentiel des services agents. Sur les multilatérales techniques, c'est évidemment, alors tout le monde, sans doute qu'au sein du club utilisateur, quand on envisage un usage de VAS, on est moins concerné puisque l'exploitation n'est pas faite de la même manière. Mais pour tous ceux qui sont on-premise, c'est des sujets qui peuvent être l'antivirus, le remplacement des OS, des choses comme ça. Donc évidemment, beaucoup plus dédiés à l'équipe d'exploitation ou à la mise en œuvre et au suivi d'un projet Vitam. On a ce qu'on appelle les bilatérales, c'est-à-dire des rendez-vous en face à face, en tête-à-tête, Vitam organisation, dès que c'est nécessaire et dans la mesure du possible. Dans les autres points de comitologie, on a ce qu'on appelle les chantiers métiers ou les chantiers techniques. Alors là, vous avez des exemples. On a commencé dès 2015 avec la préparation des entrées. Et puis actuellement, on en a 2 en cours et qui se finissent par des travaux d'implémentation quand c'est nécessaire, sur les identifiants pérennes et sur la signature électronique. C'est-à-dire que les chantiers métiers, c'est associer les membres du club utilisateur intéressés par ces sujets pour réfléchir, tester, mettre en œuvre des choses, récupérer des retours d'expérience, partager des éléments et construire, si besoin, des livrables, que ce soit des livrables partagés à la communauté ou des besoins qui vont avoir une influence sur l'outil Vitam en lui-même. Et puis, dans les outils qu'on met à disposition avec ce club utilisateur, c'est d'abord Osmose, Gaëlle en parlait, avec un espace d'échange et de questions. Donc, je vous le montre rapidement tout à l'heure. C'est un outil de tickets, c'est-à-dire que tous les membres du club utilisateur ont la possibilité de de faire des tickets sur Tulip, qui est notre outil, pour indiquer un bug constaté, un besoin de soutien ou une demande d'évolution. Alors évidemment, ils ne sont pas tous traités sans doute aussi vite que tout le monde le désirerait. On a un ordre de priorité sur, soyons clairs, les projets qui nous financent d'abord, les projets en production ensuite et après les autres, je dirais. J'espère que ça semble logique à tout le monde, mais on essaye de répondre à toutes les questions sur ces éléments-là. Je vous parlais de l'espace Osmose, donc ça, je pense que maintenant beaucoup sont habitués à ça. D'ailleurs, je me suis permis d'en rajouter certains pour diffuser un questionnaire d'évaluation un petit peu de la semaine et vous pourrez demander à ne plus être inscrit, hein. Je vous désinscris dès que c'est nécessaire si vous ne souhaitez pas être inscrit sur un des espaces qui est commun, enfin là ouvert à tout le monde, qui est l'accueil du programme Vitam. Et puis ensuite, en tant que membre du club utilisateur, on a des espaces dédiés, un vraiment dédié au club utilisateur et puis après, selon les chantiers, enfin, les espaces d'échange fonctionnels ou des espaces d'échange technique. Alors Osmose, c'est très varié l'usage. On essaye alors, c'est pas de former, mais de donner des bons conseils on fait passer beaucoup d'informations dessus. Par exemple, là, le fait qu'on a un problème avec notre infrastructure de stockage, enfin, notre hébergeur qui est Scaleway, j'ai essayé de faire passer l'info sur Osmose, mais je pense que tout le monde ne voit pas et ne paramètre pas ses alertes de la même manière. Donc, quand c'est nécessaire, on fait des ateliers d'usage et de prise en main d'Osmose avec les nouveaux arrivants au moins.
puisque c'est là où on fait passer les informations donc sur ces différents espaces. On a également un espace dédié à l'usage de Recip. Actuellement, chantier signature électronique. On a essayé de faire un groupe plutôt dédié aux collectivités territoriales. C'est un besoin qu'elles avaient émis, mais qui actuellement, je pense, ne vit pas beaucoup. Et puis, un espace dédié aux entreprises du secteur numérique. J'ai institué depuis le début d'année une lettre d'information un peu générale que j'envoie pour partager les informations justement qui ont eu lieu sur les dernières, enfin c'est tous les mois, sur les dernières semaines. Dans les autres outils, donc je vous disais un accès à Tulip qui est notre outil de gestion des tickets. Donc chaque membre du club utilisateur a la possibilité de déclarer des tickets. Alors évidemment selon les besoins, hein, parce que Osmose est aussi un premier espace d'échange et de questionnement. Et puis Tulip en est un autre. Où là, vous accédez, enfin, c'est les développeurs derrière qui répondent essentiellement. Donc, évidemment, sur des questions fonctionnelles, le premier lieu où poser une question est plutôt Osmose. L'autre grand outil qu'on met à disposition, c'est donc ce qu'on a partenaire. Chaque membre du club utilisateur accède aux dernières versions de Vitam supportées. Actuellement, c'est la V5 et la V6. Très vite, on aura la V7.0. C'est-à-dire que les membres du club utilisateur ont un accès à un espace, à un coffre dédié pour faire des tests. Alors, on n'est pas sur de la donnée de prod, on n'est pas, nous, sur des conditions de maintien en conditions opérationnelles évidemment très fortes. Hein. C'est vraiment pour faire des tests, des prises en main. On a quand même paramétré pour qu'il y ait des tests qu'il y ait de la volumétrie satisfaisante et qu'on ne soit pas sur des SIP tout petits. On est nous-mêmes en train d'améliorer ce service-là en indiquant on souhaite écrire des règles de bonne pratique, un petit peu justement des conseils de volumétrie pour éviter de bloquer ou au moins d'informer les participants à tout ça. Et donc, chaque membre du club utilisateur a cet accès à Vitam UI, mais également même à tout ce qui est ce qu'on avait avant qu'on appelait l'IHM de démonstration et même l'IHM de recettes qu'on appelle si besoin pour les avant. Je dirais que c'est pour les utilisateurs les plus poussés et qui maîtrisent bien l'outil pour des besoins parfois spécifiques de purge des tenants. Voilà, donc évidemment, on va voir ce que nous disent nos utilisateurs présents, mais c'est un des avantages importants qui attire pour cette idée de prendre en main l'outil et de commencer à se former au concept métier derrière Vitam. C'est là où maintenant je donne la parole aux utilisateurs sur justement pourquoi être entré dans ce club utilisateur et je recommence avec Montpellier. Merci. Merci. Effectivement, c'est une belle opportunité. Hein. Je pense que Calice a quasiment tout dit. Une chose importante pour les collectivités territoriales dans cette phase où on cherche les économies, c'est gratuit. Et ça, c'est aussi plus facile pour faire passer la délibération, il faut être honnête. Et puis, bien sûr, c'est pourquoi on a voulu adhérer, c'était pour pouvoir mieux connaître un système d'archivage électronique, en l'occurrence Vitam, et puis d'appartenir à une communauté active, de pouvoir échanger avec des collègues sur leurs différents projets. Voilà, on a vu Audrey et on a des questions à lui poser, donc très vite on va lui envoyer un mail, pouvoir bénéficier de retours d'expérience et puis de partager. De pouvoir participer à des groupes de travail, quoi. C'est vraiment ce qui nous a encouragés et, à venir dans le club utilisateur où on est très bien accueillis. Merci. Coexia? Oui. Du coup, donc nous, pourquoi être entré dans le club utilisateur? Donc, avec Manon, on est issus de formation archivistique, donc orientée archivage numérique. Donc, on connaît le programme Vitam depuis ses débuts. Donc, y adhérer une fois en poste, donc ça nous a semblé complètement logique, d'autant plus que le programme Vitam a une grande influence sur le paysage archivistique en France. Donc, le club utilisateur, c'est aussi un endroit
où on peut échanger et discuter sur Vitam et son utilisation. Donc, que ce soit lors des différentes réunions, donc plénières, bilatérales, etc., mais également sur Osmose, où on peut suivre les fils de discussion et avoir pas mal de renseignements sur des interrogations qu'on peut se poser. Donc, avec une simple recherche sur Osmose, on retrouve pas mal de ressources. On a aussi donc la documentation en ligne qui est disponible et qui est très intéressante, donc autant sur les évolutions de Vitam en lui-même, mais aussi sur la métamorphose en fait du monde archivistique, donc qui aiguille pas mal. Je laisse Manon poursuivre du coup. Oui, bah, ça rejoint ce qu'on disait sur le monde aussi des connecteurs qui nous intéressaient. Comme le disait Alice, il y a des réunions, on est quand même beaucoup, il y a beaucoup de retours d'expérience. Et nous, ça nous permettait en fait de... enfin, c'est peut-être commun ce que je vais dire, mais de se dire, bon, bah, on n'est pas tout seul, on a aussi les mêmes problématiques, etc. Et donc, comme le disait Alice, on est entré au club utilisateur donc il y a maintenant ouais, en 2022 et on a suivi aussi les évolutions sur le module de collecte qui nous a beaucoup intéressés. Donc en fait, on a été informé de tous ces travaux et donc faire partie voilà, de ce club utilisateur, être invité aux réunions, c'est vraiment pouvoir échanger, se tenir au courant sur les sujets. Bah, forcément, il y en a qui vont plus nous intéresser que d'autres, mais je pense que bah, c'est le cas pour tout le monde. Donc voilà, on peut passer sur la slide. Ah, je peux la passer, c'est ça, moi aussi. Oh, pardon, bah, du coup, Je l'ai fait, pas de souci. merci. Et du coup, l'utilisation des outils, nous, ça nous a vraiment intéressé d'avoir accès à la plateforme partenaire. On y a tout de suite mis les mains parce que ça nous permet d'avoir la dernière version. Enfin, il y a un petit peu tout qui a été dit, hein. Désolée, je fais des redites. Mais c'est très important parce que nous, c'est la première chose, et je pense qu'on n'est pas les seuls, d'aller utiliser les nouvelles versions, les nouvelles fonctionnalités qu'on nous a annoncées en multilatéral. Et comme ça permet au moment où, bah, notamment dans les missions de conseil, voilà, forcément, il y a des missions de conseil qui vont être orientées Vitam. Certaines fois, ça nous permet en fait de répondre et aussi d'avoir utilisé, puisque c'est une chose d'en discuter et puis c'est autre chose de pouvoir utiliser et c'est vraiment une plus-value, ces outils qu'on nous met à disposition. Donc voilà, et donc c'est toute l'actualité de savoir qui utilise quoi, quel mode de versement on a utilisé, etc., de faire un retour d'expérience. Donc voilà, c'est vrai qu'on va être attentif lors des réunions plénières au retour d'expérience de projet, hein, Enfin, souvent, nous, on n'est pas forcément ceux qui font les plus gros retours d'expérience, puisque bah, ceux qu'on accompagne le font avant nous, mais c'est important de toutes les entendre. Merci beaucoup. Est-ce que du côté pour Audrey ou Thierry ou même Gaëlle, vous avez quelque chose à indiquer par rapport à pourquoi être entré dans le club utilisateur? Alors, l'idée, pas que vous nous lanciez des fleurs, hein, c'est d'être honnête, je le redis, même si j'ai grand plaisir à vous entendre tous. Mais parfois, vous avez d'autres raisons. Et puis, je veux juste... Enfin non, allez-y maintenant, je rebondirai si besoin après. J'y vais, bah, enfin, globalement, c'est à peu près les mêmes retours que les collègues, mais après, moi, je tiens à préciser qu'en fait, je suis rentrée dans le club utilisateur complètement indépendamment de mon projet Versemangétorix qui, lui, a commencé plus tard. Donc, en fait, au départ, c'était plutôt lié à mon arrivée à la DRAC Bretagne, où, donc, comme je l'ai dit, j'ai identifié toutes les problématiques liées à l'archivage. Et ça a été concomitant avec l'ouverture de VAS, en fait. Donc, j'ai voulu me renseigner et c'est là que j'ai contacté l'équipe Vitam pour savoir si je pouvais adhérer au club utilisateur, justement pour prendre de l'information essentiellement au départ. Et effectivement, c'est très, très riche et je suis ravie d'en faire partie. Après, pour Et le tu as reste, même maintenant des camarades d'autres DRAC qui t'ont rejoint, donc c'est en plus un tout à fait. intérêt, je pense. Enfin, merci Audrey. Thierry, tu veux? Ouais, nous, on est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en mars 2023. On a mis pas mal de temps pour rentrer pour des raisons un peu administratives. Alors pour nous, c'est primordial, hein. Enfin, on ne se voit pas développer un projet Vitam à la CNAV sans participer au club utilisateur pour différentes raisons, hein. Enfin, ça a déjà été en partie dit, hein, pour échanger, partager avec les autres membres utilisateurs nos problématiques, etc. Donc ça, c'est très important. Bien sûr, accéder au support. Tous les outils qui sont fournis sont super importants. Comment ça s'appelle
être sur au plus près la feuille de route de Vitam pour pouvoir intégrer aussi dans notre roadmap. Hein. Enfin, on est engagé pour des années, des dizaines d'années en fait. Donc, on ne peut pas vivre sans être dans l'écosystème Vitam. Et puis, on veut également, c'est communautaire, hein, contribuer. Là, typiquement, on va mener des tests de performance. On les partagera bien sûr avec la communauté. Et on est là en co-construction également. Donc, ça, pour nous, c'est très, très important. Merci à vous. Gaël, n'hésite pas à me Après, dire moi, si tu veux rajouter. Ouais. Oui, vas-y, Audrey. Ouais, j'allais rajouter, pour toutes ces mêmes raisons, effectivement, mais j'allais nuancer, pas noircir le tableau, mais de notre côté, tous ces éléments, on rejoint complètement. Par contre, dans les faits, c'est que c'est aussi consommateur en temps. Et aujourd'hui, on a je suis d'accord. beaucoup de difficultés à se libérer du temps pour faire vivre cette communauté, contribuer, parce que la contribution, et effectivement, et ça, je me bats aussi un peu en interne, parce que l'open source, c'est beau, c'est bien, ça coûte effectivement 0, enfin, c'est gratuit en termes de licence, on en a parlé, quelqu'un a dit tout à l'heure. Mais généralement, c'est que vu, on voit que le côté euro qu'on économise, mais en fait, on l'économise. Dans les faits, on l'économiserait pas, il faudrait le réinvestir dans du temps sur des personnes internes pour vraiment faire vivre et être acteur de cette communauté. Et c'est ça que nous, aujourd'hui, on a du mal à faire, c'est de se libérer du temps pour vivre, aller faire vivre cette communauté, aller chercher, partager. C'est pas que contribuer, reverser du code source, mais aller partager sur des problématiques communes, les performances, tout ça. Et c'est hyper enrichissant, mais c'est chronophage et on est rattrapé par le quotidien, l'opérationnel, où on fonce, on a le nez tête sur le guidon et on fonce sur notre projet et on n'arrive pas à prendre du temps pour aller partager avec les autres membres de la communauté. Et voilà. Donc, c'était déjà une de mes volontés en 2023 d'essayer qu'on ait plus de temps. Bon, c'est un peu loupé, mais 2024, on va aussi être renforcé avec des arrivées chez nous au niveau de notre division. Mais j'aimerais bien qu'on soit plus acteurs, quoi. Voilà. Donc, c'est le côté, c'est beau, mais il faut y passer du temps. Oui, je suis en phase avec toi, Gaël. Ça peut prendre du temps. Et il faut dans les projets ou pour le quotidien, etc., il faut prévoir justement des ressources qui ont du temps, un peu de temps pour pouvoir contribuer, participer, etc., parce que ça prend quand même pas mal de temps. Mais c'est un peu, pas la monnaie de la pièce, mais un peu obligatoire. Ouais, c'est le revers de la médaille. C'est beau l'open source, mais et en plus de ça, c'est vraiment, je suis convaincu et qu'il y a vraiment un vrai retour sur investissement, d'aller passer du temps avec d'autres utilisateurs. Pas tous, effectivement, il ne faut pas se le cacher. Nous, côté CNAM, on n'aura peut-être pas forcément d'aller passer du temps avec la DRAC ou avec Montpellier, qui sont des implémentations peut-être plus éloignées. Mais même ça, je pense qu'on a quand même des sujets. Bon. J'ai été censuré. J'ai touché à rien, hein, je te promets. Non, je crois que c'est ma connexion. Non, mais voilà, il y a dans les 70 utilisateurs, il y a forcément des utilisateurs qui sont très proches de ce que chacun fait. Et voilà. Donc, Audrey, tu voulais aussi préciser. Oui, moi je voulais rajouter, justement, c'est intéressant parce que effectivement, oui, c'est du temps qu'il faut dédier. Moi, je fais pas du tout, j'ai pas l'impression de contribuer pour l'instant puisque je suis très nouvelle dans le club utilisateur. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que pour les personnes comme moi qui sont toutes seules à assurer la fonction archive dans un service, c'est quand même des moments consacrés où voilà, on a des retours, on passe une journée entre archivistes sur des problématiques d'archivage électronique à parler le même langage. Et rien que ça, c'est hyper enrichissant et c'est hyper important dans le quotidien des personnes qui sont seules sur cette fonction. Voilà, donc ça, c'est un aspect particulier. Oui, alors merci parce que ça me permettait de rebondir sur quelque chose qui est que nous, ce qu'on voit et ce qu'on estime être une partie de notre mission, en plus de fournir une solution logicielle, en plus de fournir un service, en plus de fournir des outils, c'est cette idée que le club utilisateur doit aider à monter en compétence les archivistes. C'était un petit peu inscrit en 2015 en filigrane dans les objectifs du programme, cette notion d'accompagner tout le monde, et c'est bien pour ça qu'ADI sort au début, donc l'ancêtre d'Annette, on en reparlera cet après-midi, mais le budget était pris en partie sur le budget Vitam pour ADI sort. Donc il y avait vraiment cette idée que, ok, le programme Vitam au départ n'a pas une vocation à être très large peut-être,
mais on va bien continuer à acculturer tout le monde et accompagner tout le monde. Donc, c'est pour ça que le club utilisateur est plutôt ouvert, ce qui pose en effet des problèmes, enfin, des questions d'échange, de conditions d'échange et des choses comme ça. Et c'est aussi pour ça que justement pour cette matinée, j'ai mis sur une année, l'année 2023, comment ça se concrétise en termes de réunions, tout ce qu'on a pu évoquer en comitologie. Donc vous voyez là qu'en réunion plénière, 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai fait 5 cette année. Qu'on a eu 2 ateliers pour les nouveaux arrivants. D'ailleurs, j'en ai positionné qu'un. Non, il y en a bien eu 2. Ah oui, c'est ça, en janvier, fin janvier et en mai. J'espère en programmer un en novembre ou décembre. Et puis, vous voyez les dates de multilatéral fonctionnel, de multilatéral technique, du MOSCO. Et puis, tout en bas, c'est les chantiers signature électronique où participaient seulement ceux qui le souhaitaient. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée de ce que ça veut dire s'investir. Et ce que j'ai pas précisé dans la convention d'adhésion, c'est qu'on demande le nom de 2 personnes par organisation, une plutôt côté fonctionnel, une plutôt côté technique. Alors, je sais que ça peut être particulier dans le cadre de VAS, mais qui va pouvoir justement être invité et convié à ces réunions, parce qu'on sait que c'est pas toujours les mêmes personnes. Et puis nous, ça veut bien dire aussi que c'est pas juste un coup de com des organisations, de se dire on est membre du club utilisateur, parce qu'il n'y a pas de label être membre du club utilisateur. Mais c'est bien de se dire, on a, nous, identifié des personnes qui vont pouvoir travailler avec nous, et si on a une question et voir si quelqu'un a un souci sur un entrée, qui contacter dans les organisations. Donc voilà, est-ce que c'est souvent revenu ou pas, les réunions? Sans doute un peu trop pour certains quand c'est limité, mais on ne tient pas une liste de présence. Et puis ça se fait une régularité. Enfin voilà, je comprendrais, parce que moi je ressors des réunions plénières du club utilisateur assez contente d'avoir vu tout le monde, même si la plupart se font, enfin à 90%, tout se fait à distance. Il est toujours possible de vous accueillir sur site, hein, mais les gens voilà, on sait que les gens se déplacent moins qu'avant. Donc c'est plutôt maintenant tout à distance. La question suivante que j'avais souhaité leur poser, alors qui peut être en plus avec des réponses très différentes selon l'ancienneté que vous avez, c'est en gros quel est l'intérêt que vous avez vu à adhérer au club utilisateur, mais pour le projet, c'est-à-dire est-ce que ça a eu une influence positive, négative sur le projet? Comment vous voyez justement enfin ce que ça a apporté au projet? Là, j'ai pas d'organisation qui ont finalement choisi de ne pas choisir Vitam, justement. On en a au sein du club utilisateur des organisations qui finalement sont parties sur d'autres outils. Si certains sont dans les participants, n'hésitez pas d'ailleurs à préciser quel intérêt pour votre projet, peut-être justement de clarifier votre positionnement et d'avoir une décision éclairée qui n'a pas été vers Vitam, mais je pense que c'est totalement justifié parfois. Montpellier, vous vouliez... Oui, très rapidement, hein, parce qu'effectivement, on est des utilisateurs assez jeunes. Puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on est actuellement en phase de cadrage d'expression des besoins. Et c'est que l'adhésion au club utilisateur, ça a constitué une réelle opportunité, hein, pour nous, à la fois de nous permettre de nous mettre en conditions réelles grâce à la mise à disposition de l'espace de test de l'environnement partenaire. Et puis, de nourrir notre réflexion aussi grâce aux échanges avec les autres membres, hein, comme cette semaine particulièrement, voilà, où il y a eu plein d'interventions très intéressantes. Et tout ça, finalement, ça nous conduit à penser plus concrètement à l'avenir en travaillant vraiment à la construction de notre future offre de service et à sa mise en œuvre. Et vraiment d'avoir aussi des éléments qui nous permettent de nous rendre compte à quel point il ne s'agit pas simplement d'acquérir un outil. Hein. Bon, on était déjà convaincus avant, mais bien de construire un véritable service d'archives numériques. Donc, c'était notre conviction, mais ça vient vraiment renforcer cette conviction et nous donner plus d'éléments pour aller dans ce sens-là et pour convaincre aussi nos partenaires du pôle numérique et données de l'importance d'aller dans cette direction. Merci. Et Coexia, est-ce que vous avez pu distinguer des points d'intérêt majeurs pour vos projets? Oui, du coup, de notre côté, donc c'est surtout les ressources qui sont importantes pour nos projets. Donc, autant la documentation, donc qui nous permet d'orienter aussi les clients qu'on accompagne, mais les plateformes de démonstration aussi. Donc, quand on fait par exemple une étude sur la recherche d'un SAE, donc on peut en montrer plusieurs. Et donc, le fait d'avoir une plateforme disponible
pour montrer les grandes fonctionnalités, c'est assez important. Donc ça a toujours son effet. Et puis aussi, forcément, donc on l'a dit plusieurs fois déjà, mais le fait de faire partie du club utilisateur, donc l'intérêt pour le projet, c'est d'avoir des retours d'expérience. Donc quand il y a réussite, savoir que bah, c'est possible de le faire. Quand il n'y a pas forcément réussite, donc se dire que bah, on n'est pas tout seul, donc forcément une solution peut être trouvée à un moment donné. Donc solution du côté programme Vitable ou même solution de contournement qui serait proposée par les autres membres du club. Et donc voilà, le suivi aussi des ateliers multilatérales pour être toujours au courant des évolutions, donc répondre à des interrogations sur est-ce que Vitam va pouvoir le faire ou pas. Donc comme ça aussi, on peut conseiller de notre côté. Et aussi ce côté échange rapproché. Donc là, c'est un peu plus spécifique. Donc c'est lors des bilatérales ou quand on fait des sollicitations par mail. Donc à une personne dédiée au programme Vitam qui peut nous répondre. Donc soit avec Alice sur les bilatérales ou même Marion sur les questions concernant plus VAS. Donc par exemple, tout à l'heure, pour la présentation des projets, je parlais des coûts. Donc le coût de VAS est impactant sur un projet et donc Marion est là aussi pour nous accompagner là-dessus. Donc ça, c'est assez satisfaisant quand même comme accompagnement. Merci beaucoup, Marine. Est-ce que du côté de Audrey, Gaëlle, Thierry, vous voulez rajouter quelque chose? Alors, du côté de la CNAV, nous, contrairement par exemple aux archives de Montpellier, on est arrivé, alors que le projet était en cours, hein, au sein du club utilisateur. Nous, 2-3 points structurants, c'est en fait la participation au club utilisateur dans le cadre du projet, ça nous permet également de faire des choix éclairés en fait en termes d'architecture et d'évolution en fait de la roadmap, la feuille de route interne du projet. Donc ça, c'est important. D'être potentiellement accompagné, conseillé par rapport aux spécificités du projet, notamment avec notre forte volumétrie, et puis pouvoir échanger, trouver des utilisateurs qui ont des mêmes problématiques que nous, et pouvoir partager des retours d'expérience. Et on le partage aussi, hein. Moi, je l'ai partagé avec un autre organisme qui est plus récent, qui va mettre en place comment ça s'appelle, Vitam. J'ai fait 2-3 sessions avec eux, j'ai pris le temps pour partager, faire un premier retour d'expérience et pour les aider en fait à eux monter leur projet. Donc ça, je pense que ça n'a pas de prix, quoi. Et alors, ce que tu évoques là est particulièrement clé pour nous, puisque Ouais. l'équipe, je ne l'ai pas redit, mais pas très importante. Mm. Vous m'avez vu beaucoup cette semaine, par exemple, il n'y avait pas de remplacement derrière. Et c'est que acculturer, faire monter en compétence les organisations, ça veut dire aussi qu'elles peuvent elles-mêmes, entre elles, après céder. C'est vrai que nous, ça a Tout à quelque fait. chose de vraiment important, parce que parfois, ce n'est pas notre rôle même d'accompagner sur du très fonctionnel. On a des archivistes dans l'équipe, mais on n'est pas sur le terrain. Et hier, Marion, ça se voyait, par exemple, quand elle parlait de RECIP. Nous, on a un usage de RECIP qui est très particulier. Et les organisations n'ont pas le même. Donc, parfois, il y a des fonctionnalités dont on a besoin des utilisateurs pour les tester et les valider même, de toute façon, par exemple. Et l'apport de VAS sur lesquels là, nous, on est en exploitation, et je pense aussi pour les organisations un bel avantage maintenant, puisque avant on n'était jamais en position d'exploitant de ce qu'on proposait en solution logicielle. Donc, on bénéficiait des retours des utilisateurs qui étaient en production. Et là, maintenant qu'on l'est, je pense aussi que c'est une grande richesse pour nous et pour les autres utilisateurs. Ça permet aussi de se confronter, nous, directement à cette exploitation. J'enchaîne. Gaëlle et Audrey, vous vouliez préciser quelque chose? Non, très bien, vous avez tout dit. Non, pas spécialement. Ok. Donc, voilà, on a un petit peu abordé cette notion de s'investir selon ses besoins et ses disponibilités. Hein. Vraiment, je leur dis, on n'est pas, on tient pas, on n'est pas en comptabilité des présences. On sait aussi parfois. Alors évidemment, je dirais quand même qu'il y a un côté assez humain de se dire qu'une organisation qui n'est jamais venue vers nous depuis un an et qui n'était pas présente aux différentes réunions et qui nous pose des questions sur lesquelles, par exemple, Marion, après une journée pour exposer ou faire un atelier, si elle nous pose une question 2 semaines après, on aura tendance à lui dire on en a parlé il y a 2 semaines, ça allait être là. Surtout qu'on essaye de mettre à disposition les supports, les comptes rendus, parfois les enregistrements quand ça s'y prête. Donc évidemment, notre accompagnement, notre facilité de réponse peut être quand même liée à une certaine participation.
Après, on sait qu'il y a des projets qui se mettent en pause, hein. On a pu avoir l'ASP, l'Agence de services et de paiement, qui nous avait indiqué se mettre en pause parce que ce n'est plus la priorité. Bon, bah, là, on sait à l'inverse que quand ils reprennent, c'est parce qu'ils n'ont pas pu assister à différentes choses par priorisation interne. Et c'est vrai qu'on en a aussi qu'on n'a pas vu depuis un an. Bah, s'ils nous posent des questions, on aura tendance à leur dire que c'était dans la doc ou c'était dans les derniers ateliers. Voilà. J'espère que c'est des réactions un peu humaines, mais c'est un peu évidemment donnant-donnant. Voilà ce qu'on essaye de faire, puisque l'intérêt pour nous est vraiment pas que ça soit à sens unique, hein, mais bien dans les deux sens. Et on a besoin de vos retours aussi pour comprendre les besoins des utilisateurs. Donc justement, un peu comment vous, en tant qu'organisation, ces membres-là, vous envisagez l'investissement que vous pouvez y avoir. Est-ce que vous l'avez mesuré? Donc on a Montpellier qui a préparé quelques éléments. Comment vous avez vécu, vous, en tant que nouveaux arrivants, ces premières, ces demandes d'investissement ou ces propositions d'investissement? Alors nous, ça fait vraiment un mois que nous sommes vraiment dans le club utilisateur, parce que certes, ça a été signé, passé la délibération durant l'été, mais c'est surtout là, ce mois d'octobre où ça a démarré. Donc il y a deux positions. Il y a la position des archives de Montpellier, et puis la position du PND. Pour le PND, on sait qu'il y aura investissement une fois que on aura fait le choix de la solution. Et donc, ça se trouve, bah, si on ne prend pas Vitam ou VAS, il se peut qu'ils n'interviennent jamais. Et en ce qui nous concerne, nous, Archives de Montpellier, on l'a vu aussi bah, comme une possibilité de monter en compétence et puis bah, de se sentir moins seul, parce que c'est des fonctions qui sont difficiles, même si j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un chef de service qui s'intéresse vraiment au sujet et qui est très présent. Et mais donc, on a fait le choix vraiment en conscience et de se dire que bah, si on adhérait au club utilisateur, parce que c'était notre demande en tant que service d'archives, et ben, c'était de faire l'effort de s'investir. Et donc là, bah, on est sur le premier mois, c'est le mois des découvertes où il faut comprendre tous les fonctionnements, les outils, etc. Donc, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. C'est ce qu'on essaie de faire, de participer aux réunions, de répondre favorablement aux sollicitations. Et puis, bah, on arrive à un premier mois et bah, comme les tout petits, je pense qu'on a plutôt le sourire. Merci beaucoup. Ok, Gaëlle, je vois ton message en même temps. Est-ce que tu n'avais pas de message particulier de conclusion? Non, Peut-être. non, désolé, Bon, je vais me bon rattraper courage pour par un tes urgences. sujet. Merci à vous, bonne fin de réunion et s'il y a quoi que ce soit sur le Ouais, je t'en club reparle. utilisateur, je reste disponible aussi. Ok, Merci. merci. Alors, pour Coexia, comment vous regardez cet investissement? Bah, moi, je vais commencer avec ce qui a été dit. Justement, des fois, c'est compliqué de s'investir comme on voudrait en fonction des périodes, hein. Il y a des multilatérales qui durent bah, toute la journée et c'est vrai que c'est difficile des fois de se libérer sur la journée. Donc, on essaye de suivre en pointillé et des fois, c'est pas l'idéal, on en a bien conscience, hein. Mais en tout cas, on essaye d'être présent en relais, qui est toujours au moins une personne de l'équipe pour nous faire un compte rendu, pour voilà, qu'il y ait du monde et qu'on puisse suivre les fonctionnalités évoquées. Par la suite, donc on accompagne comme je le disais, et comme ça a déjà été noté, on accompagne notamment la SGP sur ses versements automatiques. Et à cette occasion, on est amené à faire des tests et qui dit test, des fois dit ticket. Donc on va faire des tickets et puis on est aussi amené à rééchanger avec l'équipe du programme Vitam sur des problématiques qu'on rencontre et voilà, c'est le lieu d'échanger avec vous finalement et d'aller un peu plus loin. Donc on prend ça comme une forme d'investissement aussi. Voilà, on espère après, évidemment, on aimerait participer plus, faire peut-être plus de choses et on essaye de se libérer au maximum en fonction des périodes, des personnes qui sont disponibles. Donc
Oui, je dirais quand même pas mal les tickets qui ont été faits récemment et les échanges qu'on a eus, puisque ensuite les multilatérales, et puis certaines fois, je pense qu'on le verra tous au moment de l'implémentation de chacun de ces projets, la réalité, mince, qu'est-ce qui avait été dit à la multilatérale? Et c'est là où, en effet, vous faites bien de nous renvoyer vers la doc, etc. Mais des fois, ça va être le premier réflexe de dire, ah, je vais poser la question, et puis voilà. Merci beaucoup, Manon. Je ne sais pas si Thierry et Audrey, vous avez terminé de mesurer l'investissement que ça vous demandait avant d'entrer, peut-être pour Thierry. Est-ce que la CNAF s'est dit il va falloir dédier quelqu'un à X temps ou pas? Non, c'est peut-être pas bien d'ailleurs. En fait, ça prend du temps. Pour l'instant, c'est plutôt moi qui y vais. Alors aussi la Recon Manager qui participe de temps en temps aux plénières, mais il faut trouver du temps en fait. Donc je pense qu'il faut qu'on s'organise aussi à la CNAF pour dégager des ressources, plus de ressources qu'être qu'à deux, peut-être un peu plus pour pouvoir participer. Donc pour l'instant, on arrive depuis qu'on y est à aller à toutes les plénières. J'ai fait les multilatérales techniques, des fois un peu en pointillé. Sur la partie archivistique fonctionnelle, pour l'instant, je pense que Lauriane n'a pas eu la possibilité d'y aller. Donc voilà, donc ça prend quand même du temps. Et après, il y a les outils. Donc bon, on a utilisé bien sûr Tulip et Osmose, j'y vais très très régulièrement. Il y a beaucoup d'informations, donc ça c'est très bien. Et l'environnement de test aussi est très intéressant. Donc ça demande du temps. Voilà, c'était un peu le message aussi de Gaël, je crois, tout à l'heure. Voilà, ça demande du temps. Et effectivement, il faut, dans le cadre de toutes les organisations qui utilisent Vitam, estimer un peu cette charge-là, la répartir sur plusieurs profils. Voilà, et pas se dire non, ça sera un dollar, c'est un investissement aussi. Donc là, ça, c'est important. Et puis, ce qu'on n'a pas encore fait, mais on va le faire dans le cadre peut-être de la multilatérale technique ou en plénière ou à un autre moment, c'est nous, on compte bien par rapport notamment à nos tests de performance qu'on est en train de faire, de le partager aussi avec la communauté. Voilà. Par un biais ou un autre. Donc, c'est aussi, on espère bien pouvoir contribuer également. Voilà. Moi, je m'arrange pour suivre la majorité des réunions et des multilatérales. Donc, pour l'instant, j'ai réussi à peu près à toutes les suivre, sauf une, il me semble. Ça dépend, voilà, enfin, des impératifs, des congés, etc. Mais globalement, j'essaye de le faire et de faire les tests quand il y en a. Et quand c'est possible, en fonction de si je suis en télétravail avec mon triple écran ou pas. Des choses comme ça. Après, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas l'impression de contribuer réellement pour l'instant, ni de faire remonter des besoins, parce que je suis trop neuve dans le programme. Par contre, sur mon projet, donc évidemment, tous les codes seront reversés dans la forge après. Donc voilà, notre contribution, elle va être là de toute façon. Et voilà. Merci. Et alors, moi, ce que j'allais dire, c'est que vous avez l'impression, enfin, tu peux avoir l'impression de ne pas contribuer, mais là, la présence aujourd'hui, c'est une contribution, puisque j'avais laissé ouvert à tous ceux qui le souhaitaient, puis j'ai fini par aller à toquer aux portes. Et vous avez tous les quatre répondu présents pour cette contribution, finalement. C'est-à-dire que contribuer, c'est aussi contribuer parfois quand nous, on a besoin de retour d'expérience. À tout ça. Sur le support en tant que tel, c'est pour ça que j'ai arrêté le partage, j'ai fini. Je voulais quand même vous donner aussi quelques indications sur comment nous, on envisage ce club utilisateur et la suite, je dirais, du club utilisateur. Quand je suis arrivée fin 2019 au sein du programme Vitam, on était alors peut-être un peu trop optimiste, ou on avait une vision un peu idéalisée de ce club utilisateur, c'est-à-dire qu'à un moment, on s'est même dit, il va être autonome. Et c'est tout à fait encore possible, c'est-à-dire qu'on imaginait qu'il puisse avoir une vie qui puisse être peut-être un jour une association, une fondation ou n'importe quoi. C'est pas le cas encore maintenant, il n'y a rien qui l'empêche, mais on voit bien que là, la notion de temps, hein, elle rejaillit chez tout le monde et alors chez nous aussi un peu, hein, mais moi, c'est un peu une priorité pour moi, ce club utilisateur. Mais ce qui fait que là où en 2019-2020, on imaginait quelque chose peut-être d'un peu plus auto-organisé, on voit bien que c'est pas le cas, mais c'est pas très grave. Moi, j'ai grand plaisir à prendre, prendre l'initiative sur certaines choses du club utilisateur, et j'ai pas l'impression qu'on m'en veut de prendre ces initiatives. Donc, pour l'instant, tout va bien. Mais si un jour le club souhaite un petit peu avancer, peut-être plus comme un club utilisateur qu'on peut voir dans certaines organisations en tant qu'équilibre, dialogue avec sur un outil, c'est sans doute quelque chose qui pourra arriver si ça s'y prête. Donc, on n'est pas fermé, nous, à tout ça. Voilà, ça nous demande évidemment du temps, hein, 70 heures utilisateurs, c'est
évidemment un peu plus long à gérer qu'une cinquantaine, mais c'est aussi une grande richesse. Donc voilà, on tient vraiment à ce que la voix des utilisateurs et de ce club soit respectée. Alors, vous pourrez demander à mes collègues quand elles proposent quelque chose qui est sur un périmètre restreint d'utilisateurs, j'ai tendance à dire, mais vous oubliez tous les autres membres. Mais voilà, donc on avance comme ça et on en fait une grande richesse. Le SIAF est particulièrement attentif à ce club utilisateur qui évidemment aussi permet de se dire qu'il y a une communauté derrière et qu'il y a un besoin qui est même parfois bien au-delà de Vitam, on trouve, mais c'est aussi la partie agréable. Donc voilà un petit peu sur nous, comment on envisage les choses. On n'a pas de... évidemment, ça nous pose question sur le nombre d'organisations à accueillir et à continuer d'accueillir dans de bonnes conditions, hein, des réunions plénières qu'on arrive à tenir à 2-3 heures. Comment on fait si un jour on atteint 100 organisations pour avoir quand même un lien avec ces organisations et pouvoir suivre les projets et aider au mieux. En termes d'outils aussi, hein, une plateforme qui accueillait 15 organisations, qu'on accueille 70, c'est pas la même chose quand même si c'est un outil qui est important pour tout le monde. Et je le sais particulièrement, par exemple, pour les ESN dans le cas de démonstration ou même pour des collectivités quand elles veulent faire des tests en mode offre de service, justement, et multi-tenant. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous indiquer. Franchement, n'hésitez pas. Alors, on pensait déborder, finalement, pas du tout. Je peux vraiment rouvrir. Alors, je ne sais pas si j'ai l'action pour rouvrir les micros et les caméras de tout le monde d'un coup, mais moi, celle-là, ça ne me dérangerait pas parce qu'on est vraiment sur un mode. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner en tant que vous, utilisateur, membre du club utilisateur depuis parfois longtemps, hein, je vois que là, il y a des ministères, des opérateurs, d'autres collectivités. Alors, des universités dans le club utilisateur. On en a une. On a l'université de Lille. Est-ce que Nathalie est là? Je ne l'ai pas vue. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'autres interlocuteurs. On en a une, donc Nathalie, pour Nathalie Barré, le maire, Nathalie Barré, enfin bon, Nathalie, qui est arrivée, qui est à l'université de Lille, qui est arrivée en 2021-2022. Qui veut regarder attentivement, qui voulait même, qui avait un projet d'un POC cette année sur une connexion avec un outil interne, qui du côté DSI suivent un petit peu les sujets. Elle manque de temps du côté fonctionnel et il y avait une histoire de recrutement pour pouvoir s'emparer un peu plus du sujet du projet, puisque elle est à la tête du projet. Est-ce que des agences régionales de santé ont rejoint le membre du club utilisateur? Non. Alors, je pense que pour les ARS, c'est particulier puisque c'est lié au fait qu'avec les ministères sociaux, il y avait quand même tout un projet d'usage et de réponse à un besoin de construction d'une offre SAE pour les ARS. Ce qui fait que pour l'instant, non, il n'y a pas d'ARS. En plus, tout le monde n'a pas d'archiviste au sein des ARS. Je ne sais pas. Peut-être que l'ARS... Nouvelle-Aquitaine ne va pas tarder à venir. Je ne sais pas trop. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas en tant que tel. Ça peut tout à fait être le cas. Il n'y a pas de restriction pour nous. Au contraire, je dirais. Puisque de toute façon, il serait qu'il y a une étude sur l'usage possible de Vitam ou de VAS et de quel VAS par rapport aux ministères sociaux qui est actuellement en cours ou en cours de finalisation. Je ne peux pas réactiver directement tous les micros pour tout le monde. Si quelqu'un sait le faire, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les outils, la comitologie ou des choses comme ça? Non, on a fait le tour. Vous êtes tous convaincus, je vous envoie à tous la convention d'adhésion au club utilisateur. Ok. Oh, je suis déçue, je pensais vraiment pouvoir tout réactiver d'un coup. Ah, autoriser les micros. Ah ben voilà, je crois que j'ai trouvé. Et voilà, je crois que normalement, vous avez tous maintenant le droit d'activer vos micros, vos caméras si vous souhaitez.
Y a-t-il des conditions à l'entrée pour le club utilisateur? Alors, non. Je ne sais pas ce qu'on peut entendre par condition. Bonjour Élise. Conditions, non, on n'a pas de conditions. On a l'idée d'avoir quand même bonjour Anthony, deux interlocuteurs identifiés si possible, c'est-à-dire enfin, je dis si possible parce que vous voyez, la Audrey, elle est là, et pour la DRAC Bretagne, comme pour la DRAC Hauts-de-France pour Élise, on n'a pas d'interlocuteur vraiment identifié sur les aspects techniques, exploitation informatique, puisque ça dépend du service du numérique du ministère de la Culture. Donc, on sait bien que dans certaines organisations, ça peut être difficile. Donc, je dirais que c'est un peu selon votre projet. Dans l'idéal, c'est deux interlocuteurs différents, fonctionnels et techniques, mais on n'en fait pas une exigence parce qu'on sait bien que selon les projets, ça s'y prêtera pas. Après, c'est quand même d'avoir un projet d'usage d'un SAE et de venir voir ce qui se passe du côté de Vita, mais pas simplement, j'ai vu la lumière, ils ont l'air sympas. Mais je pense que si vous êtes là, c'est pas simplement ça qui vous attire. Ils ont l'air sympas à la Chapelle chez Vitam, quoi. On est basé boulevard de la Chapelle, dans le 18e. C'est pour ça que je dis ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a une question plus précise derrière cette idée de conditions et si les autres utilisateurs ont eu l'impression qu'il y avait des conditions, mais il n'y en a pas. Alors, les conditions, c'est quand même aussi c'est pour ça d'ailleurs que je ne mets pas publiquement la convention d'adhésion en ligne, c'est que on a pu avoir une fois le cas d'une organisation qui est venue vers nous en signant juste la convention et qu'on n'avait jamais eu en contact, mais même un mail ou un appel téléphonique de voilà pourquoi on est intéressé. Ça fait toujours bizarre et d'ailleurs on n'a plus de nouvelles. Enfin, c'est un peu. On n'a pas compris comment ils arrivaient et pourquoi, ce qui fait qu'on n'a pas pu expliquer en quoi Vitam était intéressant ou pas et qu'il y avait quand même une notion de relation à construire un peu et qu'on n'était pas là à la place d'un cabinet, d'un intégrateur. Et ils ont un peu cru à ça. Donc, voilà. La lumière gratuite, oui. Alors en plus, on a de l'espace. Audrey peut le témoigner. Quand elle vient à Paris, des fois, elle vient nous voir juste parce qu'on a de l'espace et de l'électricité. Et il y fait bon. Ouais, Anthony. Bonjour Alice. Jean- En fait, je suis sur Synarchive là maintenant. Et donc, ça y est, on est officiellement passé à la phase 2. Voilà. D'accord. Donc, qui va voir la recette donc, à partir de juin. Voilà. Et donc, du coup, j'ai dit à mes petits camarades, donc, que ce soit les deux départements et puis Synarchive, peut-être même le CIG, qu'on intègre le club utilisateur. Voilà. Donc, je crois que ça peut être intéressant parce que ce que je disais quand je parlais de la Charente-Maritime qui vient de nous rejoindre, ils ne sont pas utilisateurs directs de Vitam, ils vont passer par un projet qui est implémenté, intégré entre autres par Xeniance par exemple. Mais pour suivre un peu la feuille de route et savoir et partager les usages entre archivistes, je pense que ça peut quand même être intéressant. C'est noté, Kevin, au revoir. Donc ouais, je pense Anthony, on pourra en reparler sur quel est aussi le meilleur niveau pour s'il y a des difficultés, est-ce que c'est le signe qui porte cette notion de club utilisateur et que les deux départements sont englobés dedans, ou est-ce que chaque département doit en plus signer, mais que ça pose des questions? Parce que je sais aussi que pour certaines collectivités, j'ai des modèles d'ailleurs comment on appelle ça, délibération ou d'actes administratifs parce que certaines ont vraiment dû en passer et que ils ont accepté de les partager parce que je sais que parfois vous devez en passer par là. alors, est-ce qu'éventuellement tu pourras justement m'envoyer pour Ouais. que je vois ça? Ouais, sans problème. Bon, maintenant on a de la chance, parce qu'on a déjà du coup Coexia qui est effectivement dessus, tout à fait. et Xeliance a priori aussi. Donc, voilà. Aussi, tout à fait. Et ils sont bien présents régulièrement. Merci, tout à Alice. fait. Merci pour Merci. pour tous les séminaires que tu as fait, c'était très bien. Merci Anthony. Pascal, j'ai vu que tu avais levé la main. Je suis désolée, je tutoie directement parce que je vous connais, donc que les gens ne soient pas étonnés. Bonjour, donc je vais quand même me présenter. Donc Pascal Legrand, CNC, donc Centre national du cinéma. Et donc évidemment, on s'intéresse beaucoup au projet Vitam. Et donc un des prérequis qui nous pose problème pour Vitam, c'est le RIE, enfin l'accès au RIE. Et donc je voulais savoir si pour donc en intégrant évidemment le club utilisateur, si l'utilisation de l'espace test était conditionnée par l'accès au RIE aussi. Non, Pas du alors tout. c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, Pascal. Excuse-moi. On a cet espace test. Alors, je ne sais pas si tu as suivi tout depuis le début de la semaine. Ça va servir de preuve. Non, j'étais en bon, alors, congé au début et je suis arrivé pas le de souci. mercredi.
Alors, en début de semaine, on avait vraiment des soucis puisque on a alors je vais rentrer un petit peu dans notre organisation. On a pour les équipes de développement et les espaces partenaires une infrastructure d'hébergement qui s'appelle Scaleway. C'est elle qui était en crash depuis le début de semaine et qui les machines ne veulent pas redémarrer dessus suite à ce crash interne à l'hébergeur. Après, c'est pas chez nous, mais il y a un problème après de communication avec nos machines. Et donc, cet hébergeur, c'est pour nos développeurs, nos tests à nous. Donc, c'est un outil. Il n'est pas dédié Scaleway. C'est un outil français, enfin, un hébergeur français, mais qui passe avec NumCloud et sur lequel on a mis cet environnement partenaire. Donc, l'environnement partenaire, il est protégé parce qu'on vous demande des accès, il y a une authentification, mais on n'est pas sur un outil dédié à de la production avec de la conservation d'archives souveraines, enfin, tous ces sujets-là, par exemple. Donc, il n'y a pas de sujet de RIE. Par contre, VAS, Vitam Accessible en Service, est bien sur un autre hébergeur qui est Nubo, qui passe là par une protection RIE. Donc, on est bien sur un autre sujet. Donc, rentrer au club utilisateur permet, vous aurez accès de toute façon à l'environnement partenaire. Je ne sais pas si Maëva, je crois qu'elle était là tout à l'heure, je dirais qu'il y a peut-être que le ministère des Armées qui empêche un usage de l'environnement partenaire. Mais on trouve d'autres moyens où il faut utiliser des outils personnels. Pour des questions de secret défense, je suppose. Même, non, de Non. protection des outils, puisque l'environnement Ah, partenaire, d'accord. vraiment, on vous invite à ne pas mettre de données personnelles ou des choses comme ça. Nous, personne n'y regarde, et Oui, surtout oui. pas les développeurs, Non, il n'y a mais que moi on qui ai est la bien main dessus, d'accord. quasiment. Mais voilà, donc là, l'environnement partenaire, une fois que vous êtes identifié membre du club utilisateur et que vous avez donné les noms des personnes à qui il faut donner accès, il n'y a aucun problème. On doit avoir 700 comptes sur ce qu'on appelle notre annuaire pour l'environnement partenaire de créer. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment séparé de Nubo qui passe par le RIE. Donc, il n'y a pas de... Même non raccordé au RIE, vous aurez accès à l'environnement partenaire. Merci beaucoup. De rien, Pascal. Et puis, donc, Sophie Poiré avait une question sur la taille moyenne en nombre d'agents des collectivités, alors pour les collectivités qui ont rejoint le club utilisateur. Alors, j'ai Savini qui était présent tout à l'heure. Si donner la taille de vos alors non, là, en termes d'agents ou établissements publics. Alors, je vais m'appuyer sur Tiffaine pour la Gironde. Alors là, le service archive est important. Voilà. Ah oui, Karen qui est là pour l'agglomération Paris-Vallée de la Marne, environ 1000 agents, Savigny 800 agents. Merci beaucoup, mesdames, pour ces réponses. Est-ce que j'ai vu d'autres participants présents? Élise et Audrey, je ne sais pas comment vous pouvez indiquer le nombre d'agents, parce qu'entre SRA, DRAC et après ministère de la Culture, c'est évidemment très différent. À la DRAC, on est un petit peu moins de 200 sur l'ensemble des sites des Hauts-de-France. Ok, merci beaucoup, Élise. Et puis, j'ai vu des réponses. Pour le CINES, par exemple, vous, c'est un service un peu particulier, donc je ne sais pas quel site chiffre serait parlant en tant que tel. Olsen ou Jean-Pierre, si vous voulez répondre. 7000 agents à Montpellier. Ok. Anne, pour le ministère de l'Agriculture, c'est évidemment une autre, sans doute. Enfin, voilà, je ne sais pas ce qui pourrait vous aider par rapport à ça. Est-ce que c'est le nombre d'agents en général, le nombre de personnes au sein du service archive? Est-ce que les réponses apportées là vous donnent un petit peu une idée? Je crois que, alors j'espère que Laetitia ne m'en voudra pas, je crois que c'est Savigny actuellement qui est peut-être la collectivité qui est la plus petite en nombre d'agents, de ce que je perçois. Vous êtes encore plus petit, mais oui, alors 125. Et c'est quoi comme type d'établissement? Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir un peu sur les membres du club utilisateur où est-ce que... Ouais. Et ça vous donnerait une idée par rapport à quoi? Au club utilisateur? Enfin, c'est juste pour comprendre comment vous répondre au mieux. C'est vraiment rentrer au club utilisateur, ils ont beaucoup parlé de la notion de temps. Oui, Sophie, n'hésitez pas, voilà. Ouais. Ouais, non, c'est pour un peu voir c'est un peu pour, comment dire? Ouais, pour comparer avec les autres membres, parce que nous, on est un petit établissement, on a un gros fonds.
en termes de volume d'archives, mais c'est pas à la caméra. Mais en même temps, on n'est pas nombreux et c'est vrai que c'est difficile de convaincre les quelques personnes au-dessus de moi. C'est Ouais, pour alors ça, je avoir un peu comprends. l'idée. D'accord. Voilà. Ok. Alors après, nous, on a aussi beaucoup actuellement d'opérateurs qui sont en train de réfléchir à ça, qui sont les musées. Et les musées, parfois, sont pas très nombreux finalement en nombre d'agents non plus. Alors après, ils dépendent de leur tutelle. Et la tutelle, évidemment, ministère de la Culture fait que Vitamva, c'est assez connu. Et peut-être ça pousse au niveau technique, selon les situations, enfin, ça facilite les choses. Je suis en train de réfléchir si on a d'autres... Non, après, il y a des grosses organisations. Enfin, ceux qui ont pu être intéressés, c'est Voies navigables de France, l'OFPRA ou des choses comme ça. Et là, actuellement, c'est quand même assez gros. Donc, ça dépend. De toute façon, les projets d'archivage électronique, ça, c'est sûr, c'est mené. Alors, ça, on l'a dit plusieurs fois dans la semaine, je sais pas si main dans la main, archiviste informaticien, même pour un usage de VAS, à un moment ou à un autre, il faut quand même des informaticiens dans la boucle. Et il faut une sorte de prise de décision à haut niveau. Je sais que plusieurs collectivités ont des projets qui ont été débloqués parce que le DGS s'en est mêlé et a dit c'est pas normal qu'on n'avance pas. Je pense que certains reconnaîtront. Donc oui, enfin après vous pouvez j'ai eu l'impression par exemple que Audrey pour la Drague Bretagne, quand elle est arrivée dans le club utilisateur, c'était l'idée de se dire justement je suis un peu isolée, j'aimerais aussi continuer à ne pas passer à côté de ces sujets-là. Et la signature de la convention a été très facile parce qu'à l'inverse, là, je pense que le niveau de signature était peut-être pas très élevé. Enfin, Audrey, vas-y, détrompe-moi si besoin, mais que ça a pu être facilement faisable et qu'ils t'ont suivi là-dessus, au moins pour ta culture et toi. Oui, et puis enfin, je sais qu'on m'avait posé la question de est-ce que ça va nous coûter quelque chose avant de signer. Mais après, Ouais, c'est ce que dit voilà, Savigny en même temps, tu vois. ouais. Mais non, ça n'a pas posé de problème. Mais c'était quand même une signature DRAC. Donc voilà, ils voulaient quand même savoir où ils mettaient les pieds. Mais bon, très vite, ils ont vu que c'était mon sujet. Et puis, pas trop de soucis là-dessus, quoi. D'accord, merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions les uns les autres ou d'autres témoignages que vous voulez apporter par rapport à ce club utilisateur? Alors, Julien, oui. Oui, Je pense que bonjour. tu peux. Ouais. Ouais, c'est bon. Oui, j'avais posé une question un peu plus haut, mais après, elle s'est noyée dans les échanges. Ah mince. Non, pas de souci. C'était pour savoir un petit peu justement au niveau du club utilisateur, comment ça se gérait par rapport aux demandes d'évolution, etc. Un petit peu le poids de chacun. Alors, je vais dire le fond de ma pensée, justement. Alors, ça rejoint un petit peu la demande sur quelle taille de membres. Sentiment extérieur, ce qui serait pas illogique, c'est que les plus gros aient une voix plus importante que les petits. Et à définir ce qu'est un petit et un grand, parce que là, on a un établissement public qui se voit petit. Moi, par rapport au ministère des Armées, je me vois aussi petit, même si je suis au département des Bouches-du-Rhône et 7000 agents, évidemment. On est toujours le petit. Et pour autant, donc, du coup, voilà, savoir comment ça Ouais. fonctionne. Est-ce que vous avez Ok. un système, une personne, un vote? Est-ce que c'est pas du vote et que c'est du consensus? Comment ça se gère? Alors, je vais partir depuis l'origine avec cette notion de petit ou gros, même au sein des ministères, la question se pose, puisque je pense que ce n'est pas un secret du tout. Par exemple, là, le budget Vitam, il n'est pas le même selon la taille des 3 ministères d'origine. Je parle là, Affaires étrangères, culture et armée. Ainsi, l'Europe et les affaires étrangères est plus petit que les deux autres. Et donc, la répartition n'est pas la même entre les 3 utilisateurs. Culture et armée payent la même chose, et Europe et affaires étrangères payent moins. Donc, vous voyez que même au sein des ministères, cette notion de petit et gros pose question. Dans VAS, je n'en parle pas, mais c'est aussi le même sujet. On parle en taille de t-shirt de S à XL. Et ce qui fait qu'après, moi, ça me questionne quand même ces tailles cette notion de taille, parce que est-ce que c'est sur le nombre d'agents d'une collectivité, le nombre d'agents dédiés à l'archivage, parce que par exemple le CINES qui est dédié à l'archivage, même s'ils sont que 3 là, actuellement, pour autant, je pense que si on prenait la taille de l'organisation en tant que telle, elle ne doit pas être si importante que ça, mais c'est quand même une des missions principales. Donc, comment on compare ça? La taille des projets informatiques, alors évidemment la CNAF qui nous parle de pétaoctets, ça va tout de suite paraître énorme. Et pour autant, pour certains, c'est des documents à valeur probante qui vont directement être concernés et qui sont d'autant plus importants. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans ce détail-là. On l'a ce détail-là pour Vitam accessible en service pour des questions de coût et on voit que c'est vraiment pas simple à gérer. Après, j'entends et on entend complètement cette notion de priorisation un petit peu. Donc, on l'a, je vous le disais, sur les tickets de support. On a, nous, d'office, indiqué qu'évidemment, c'est nos organismes payeurs qui sont prioritaires, puis ceux qui sont en production avec de la donnée de prod, évidemment, puis après, les autres.
sur la partie évolution et décision sur la roadmap de Vitam, la feuille de route de Vitam. L'atelier de priorisation, c'est que la deuxième fois qu'on le fait à peu près comme ça, je crois. C'est-à-dire qu'on a une phase où il y a un recueil des besoins de tous les membres du club utilisateur, c'est-à-dire ministère, tout le monde peut s'exprimer. Le représentant du club utilisateur fait une discussion avec ceux qui ont émis des besoins pour essayer de les comprendre. Alors, c'est pas de les pondérer, c'est vraiment de les comprendre, de voir si certains répondent à d'autres, si certains sont déjà inscrits dans la feuille de route, puisque d'année en année, évidemment, il y a une partie de la feuille de route qui n'est pas couverte parce que ce n'est pas priorisé, donc on va voir si ça rejoint d'autres besoins. Et après, en effet, actuellement, au sein du club utilisateur et de cet atelier de priorisation, seul le représentant du club utilisateur va porter la voix. On s'étant mis d'accord sur ce qui est du must, donc doit absolument être fait, should peut être fait, could pourquoi pas, et won't, on n'en veut pas maintenant. Et évidemment, eux, c'est une seule voix, les 3 ministères, c'est une voix chacun. Donc ça fait 4 voix en tout, sachant que le programme Vitam, ce n'est pas un veto ni rien, mais on a aussi un petit avis qui peut conduire à des modifications si on sait que ce n'est pas du tout faisable et que ce qu'on nous demande va pas dans le bon sens et qu'on ne le fera pas tout de suite parce que c'est un délai beaucoup plus long. Donc un must n'est pas cohérent. Donc oui, ça peut questionner ces quatre voies. Après, ce qu'on a l'habitude de dire aussi, c'est que tous les membres du club utilisateur peuvent pousser une évolution en contribuant, soit en contribuant financièrement, soit en contribuant en reversant du code, en ayant des développeurs avec eux, en reversant du code. Donc c'est malgré tout aussi une manière d'influencer sur le programme s'ils ont l'impression que le besoin n'est pas pris en compte. Versement Gétorix, ça va être exactement ça, c'est-à-dire que le besoin métier ciblé par le SRA, Audrey, la DRAC Bretagne, évidemment, je pense que ça ne serait pas passé en besoin global de projet chez les 3 autres ministères. Et pour autant là, si on arrive bien à terme à quelque chose, ça va contribuer à l'enrichissement du code et à une nouvelle évolution. Audrey, je vois que, si tu veux. Voilà, donc ça c'est pour la partie club utilisateur, atelier Mosco du club utilisateur. Sachez toutefois qu'il y a aussi un atelier Mosco de priorisation pour Vitam accessible en service. Qui est plutôt basé sur des besoins d'évolution du service, reprendre des éléments back-office, mais qui reprend surtout des éléments front-office et évolution du service, et qui permet de construire une feuille de route aussi complémentaire, plutôt dédiée au front-office. Et nous, évidemment, l'idée est bien d'avoir une conciliation de ces 2 ateliers de priorisation. Donc, chaque itération, toutes les 3 semaines, on a la liste des sujets mis en demande de priorisation des 2 côtés et on construit et chaque équipe de développement front et back construit et prend dans ces 2 listes. Je ne sais pas, Julien, si j'ai répondu suffisamment à ta question. Et ça peut avoir un côté frustrant, ma réponse. Non, mais oui, c'était clair, merci. Pascal, tu as relevé la main ou c'était tout à l'heure? Je ne sais pas. Non, tout à fait. Alors, si j'ai bien compris, il y a un Mosco pour Vitam en tant que tel et pour un autre pour VAS. C'est ça. Donc, oui. Et je n'ai pas précisé pour VAS, tous les utilisateurs, tous les membres, enfin tous les partenaires VAS, tous ceux qui payent, là, on leur voit dans VAS. Alors, la question que je me pose, c'est que s'il y a des demandes contradictoires entre de part et d'autre des 2 côtés. Il n'y a pas de demande. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, puisqu'on a déjà de toute façon un principe fort, c'est que ce qui est du côté Vitam est plutôt du côté back-office et ce qui est du côté VAS est plutôt du côté front-office. Donc, à la rigueur, la seule chose un petit peu contradictoire ou difficile à traiter, ça serait une vraie demande énorme de front-office qui passerait par une énorme évolution du back-office qui ne serait pas du tout priorisée de l'autre côté. Mais ça, on arrive à l'expliquer, à temporiser et à trouver d'autres solutions, du contournement, d'autres évolutions techniques. Enfin, il n'y a pas de... Pas de souci. Mais oui, enfin, on pourrait imaginer ça. Si vraiment on avait une énorme évolution du front-office ou une demande de VAS qui serait complètement délirante, où là, le back-office ne serait pas du tout prêt, quoi. Mais comme le back-office a pris de l'avance, il est globalement prêt pour tous les besoins front-office. Merci. Est-ce qu'il reste des questions? Est-ce que vous souhaitez poser des questions ou sur le club utilisateur, vers moi, vers d'autres membres? Ou est-ce qu'on se dit bon appétit cet après-midi pour ceux qui seront là? Bon, je crois que
On est bon pour ce matin? Merci à tout le monde. J'espère que ça répond à vos questions. N'hésitez pas à me contacter, hein. Après, c'est vrai que l'entrée club utilisateur, là, c'est vraiment de mon côté que ça se passe. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez des précisions, des présentations, des choses comme ça. Un grand merci à tous. Moi, j'adore parler du club utilisateur et avoir les membres du club utilisateur autour de nous. Donc, c'était avec plaisir ce matin et cet après-midi. Donc, si c'était les SAE, les collectivités territoriales, avec des retours d'expérience de Nice, qui a donc une implémentation en production de Vitam, et de l'Hérault, qui est un utilisateur de Vitam accessible en service. Bon appétit tout le monde et à plus tard cet après-midi ou à un autre moment. Au revoir.